Le bruit sourd et strident du marteau retentit, perçant le bois puis la chair, mêlé au son horrible du métal déchirant les os. La douleur partit de son poignet comme un éclair autodestructeur, frappant son corps et brûlant chaque nerf. Le commandant Léa Toussaint n'était pas sa véritable identité, c'était la générale de division Chloé Lefebvre qui était clouée à une grossière croix de bois. Les clous d'acier froid avaient traversé ses deux poignets, la fixant à la croix. Le sang coulait le long de ses bras, teintant de pourpre un coin de terre sombre. Dans la forêt qui s'enfonçait peu à peu dans l'obscurité, se tenait devant elle l'architecte de cet enfer, le colonel Jean-Pierre Moreau et son fils, le capitaine Lucas Moreau. La voix du capitaine Lucas Moreau était remplie d'une joie cruelle. « Tu sais à qui tu as affaire, commandant ? Ici, mon père est le roi, et tu n'es qu'une sale chienne enragée qui a osé défier sa majesté. » Son regard méprisant parcourut son corps suspendu à la croix. Le colonel Jean-Pierre Moreau prit la parole. Sa voix était basse mais froide comme du venin de serpent. « Nous allons te laisser ici, comme un avertissement pour les autres curieux. Quand la nuit tombera, les bêtes sauvages viendront. D'ici là, sens-toi libre de prier. » Les deux hommes la laissèrent avec un rire moqueur et disparurent dans la nuit. Le bruit de leurs pas s'éloigna, laissant la forêt emplie seulement de sa respiration saccadée et du sifflement du vent entre les feuilles. Sa conscience s'estompait sous l'effet de la douleur, chaque sens de son corps hurlait, mais ce qui dominait tout cela était une volonté de fer qui refusait de s'éteindre. Rassemblant ses dernières forces, elle réussit à baisser la tête pour regarder le pendentif sur sa poitrine, le souvenir de son mari décédé, un petit médaillon qui contenait tout ce qui lui appartenait. Elle serra les dents et tourna son poignet cloué. Un craquement terrible retentit, alors que l'os se disloquait, élargissant la blessure. Un gémissement presque métallique lui échappa, mais elle n'arrêta pas. Finalement, son menton toucha la surface du pendentif. Elle le fit tourner doucement, appuyant sur un minuscule bouton d'urgence caché à l'intérieur. Un son à peine audible brisa le silence de la forêt. Ce n'était pas la prière d'une martyre implorant le salut. C'était le dernier battement d'aile d'un papillon d'acier convoquant le jugement. Inspection générale des armées, armée de terre française. L'air y était empreint d'une solennité écrasante. C'était le lieu où l'on aiguisait les lames les plus tranchantes pour châtier la corruption et les dérives au sein de l'armée. Le bureau de la générale de division Chloé Lefebvre, inspectrice générale, était le cœur profond et le plus austère de cet endroit. Sur son immense bureau en bois massif, pas une trace de poussière. Le drapeau et les décorations présidentielles accrochées au mur brillaient sans une tache, tout comme sa carrière dans l'armée. Le nom de Chloé Lefebvre était synonyme de crainte respectueuse. Elle possédait des traits fins comme de la soie et un esprit glacial. Mais une fois qu'elle ciblait une affaire de corruption, elle en extirpait les racines jusqu'à la dernière, l'arrachant avec une poigne de fer. C'est pourquoi on l'appelait le papillon d'acier. Ses ailes battaient avec grâce, mais leurs extrémités étaient plus dures et plus acérées que l'acier. Mais à présent, le visage de ce papillon d'acier était plongé dans une obscurité plus profonde que jamais. Entre ses mains, quelques fines pages de lettres froissées. Ce n'était pas que des feuilles de papier, c'était un ultime appel à l'aide. La lettre d'adieu d'un jeune soldat qui avait mis fin à sa courte vie, à peine âgé de 20 ans. La lettre entre ses mains pesait comme une pierre tombale. Chaque mot calligraphié contenait la peur, le désespoir et l'abandon. Ses yeux parcoururent lentement le passage le plus terrible de la lettre. Le capitaine Lucas Moreau est un démon. Simplement parce que mes bottes étaient sales, il m'a piétiné le tibia avec ses rangers. Il a dit que si je voulais une permission, je devais demander de l'argent à mes parents pour le lui donner. Quand j'ai dit que je n'avais pas d'argent, il m'a traîné derrière le local à poubelle, m'a menacé en disant qu'un type comme moi pouvait disparaître ici sans que personne ne le sache, puis il m'a plongé la tête dans les toilettes. Tous les soldats ici ne sont rien de plus que ses esclaves. Son père, le colonel Jean-Pierre Moreau, chef de corps du régiment, sait tout mais ferme les yeux, allant même jusqu'à couvrir son fils. Père et fils ont transformé ce régiment en leur propre royaume. Personne n'ose s'opposer à eux,
Tout le monde tremble de peur. Chloé Lefebvre déglutit difficilement. Une tache d'encre sur la lettre devait cacher une larme. Elle se souvint du visage du soldat qui avait écrit cette lettre, une photo innocente prise avec ses amis avant son incorporation. Il était difficile d'imaginer à quel point ce jeune homme radieux avait dû souffrir pour écrire ces lignes. La dernière phrase de la lettre était comme une foreuse glacée qui lui transperçait le cœur. « Maman, papa, pardonnez-moi. Je n'ai plus la force de supporter ça. Ce n'est pas l'armée, c'est l'enfer. » L'enfer? Ce mot explosa dans son esprit comme un obus. Le lieu sacré où l'on accomplit son devoir de défense nationale, où les fils de la nation consacrent leur jeunesse à la patrie, était devenu un enfer pour satisfaire l'avidité d'un père et d'un fils dépravé. La colère semblait remonter dans ses veines. Elle se leva en silence. Elle se dirigea vers l'immense mur du souvenir qui occupait tout un pan de son bureau. Là, les photos des militaires morts en service ou par accident étaient accrochées comme des étoiles. Ils étaient tous les fils, les frères, les amis précieux de quelqu'un. Ils avaient cru en la patrie, en l'armée. Chloé Lefebvre fixa un espace vide. Bientôt, la photo du soldat qui avait laissé cette lettre y serait accrochée, mais sa mort n'était ni un sacrifice glorieux, ni un martyr. C'était une mort injuste et amère, déchirée par l'avidité et la violence de hyène en uniforme. Elle serra le poing, ses ongles s'enfonçant dans sa paume, mais comparé à la douleur qui lui labourait le cœur, ce n'était rien. Je ne tolérais absolument pas cela. Sa voix était froide et résolue comme la glace. Je ne laisserai plus les étoiles de ce pays, l'avenir de cette nation, tomber à cause de ces vautours immondes en uniforme. Même pas un seul. C'était un serment de sang, fait à elle-même et aux milliers d'âmes sur ce mur. Elle retourna à son bureau. Sans la moindre hésitation, elle sortit un dossier secret, Opération Chimère, le plan d'infiltration top secret qu'elle avait elle-même rédigé pour démanteler les organisations de corruption endémiques et occultes au sein de l'armée. À l'origine, elle comptait envoyer ses agents les plus chevronnés. Mais le père et le fils Moreau n'étaient pas de simples militaires corrompus. Ils avaient transformé leur régiment en un royaume, une forteresse impénétrable. Un visage inconnu, un inspecteur venu de l'extérieur, serait démasqué en quelques jours. Pour déjouer leur méfiance et recueillir des preuves au plus profond de leur antre, il fallait un appât qu'ils laisseraient eux-mêmes entrer. Un plan extrêmement dangereux, un pari où elle jouait sa carrière, voire sa vie. Mais elle n'hésita pas. Pour ouvrir les portes de l'enfer, il n'y avait d'autre moyen que d'y entrer soi-même. Elle décrocha le téléphone, se connecta à son secrétariat. « Faites-moi venir le dossier du commandant Léa Toussaint, du bureau du personnel. » « Oui, c'est ça. » Le dossier mentionne un mari décédé et un désir d'être muté dans une unité de base pour acquérir de l'expérience de terrain. De l'autre côté du fil, il y eut une confusion évidente, mais elle continua et préparait une demande de permission spéciale pour moi. Durée indéterminée. Elle regarda par la fenêtre. En bas, d'innombrables jeunes en uniforme déambulaient dans les rues. Leur honneur et leur sécurité reposaient entre les mains de commandants comme elle. « Attendez-moi, Jean-Pierre et Lucas Moreau. » Elle plissa les yeux. Ce n'était plus le regard d'un gracieux papillon. C'était le regard d'une panthère noire affamée traquant sa proie. « Je viendrai personnellement dans votre enfer, et je réduirai en miettes votre trône arrogant. » Le vol le plus dangereux et le plus grandiose du papillon d'acier venait de commencer. Les roues de la vieille Jeep militaire crissèrent sur le gravier, soulevant un nuage de poussière en entrant dans l'unité. La première impression du commandant Léa Toussaint sur ce régiment, à travers la vitre, se résuma en un mot, délabrement. La peinture du poste de garde s'écaillait par plaques, révélant un mur taché en dessous. Le panneau décoloré portant l'inscription « Honneur et patrie » ressemblait à une moquerie. Même le salut du soldat de garde semblait léthargique, manquant de discipline. L'endroit ressemblait plus à un site historique abandonné qu'à une caserne militaire. Le chef de corps en second, un lieutenant-colonel, vint l'accueillir
et lui serra la main pour la forme. Son regard était trouble, son sourire aussi rigide qu'une machine mal huilée. « Commandant, vous avez fait un long voyage. Le chef de corps vous attend. » Sur le chemin du poste de commandement, le spectacle de la caserne et du terrain de sport était encore plus lugubre. Les uniformes des soldats étaient usés. Sur leur visage, ce n'était pas la vivacité d'un soldat, mais une lassitude et une résignation de fantôme. Les soldats qui la croisaient, même en voyant ses galons, ne la saluaient pas réglementairement et détournaient rapidement le regard comme s'ils avaient vu un spectre. Une pression invisible pesait dans l'air, un ordre étouffant. Cet endroit ressemblait plus à un immense tombeau qu'à un corps vivant. Notre chef de corps est quelqu'un qui aime beaucoup ses soldats, il considère l'unité comme sa famille. Avec un chef d'état-major aussi talentueux que vous, il sera certainement très heureux. Le chef de corps en second parlait d'une voix sans âme, mais pour Toussaint, ce n'était que du bruit. Ses yeux balayaient tout. L'état des pneus du vieux camion militaire, les tas de ferraille en désordre autour de l'entrepôt, le dos voûté et le regard inquiet des soldats, tout prouvait que la maladie nommée corruption avait rongé cette unité jusqu'à la moelle. Ils arrivèrent enfin devant le bureau du chef de corps. Contrairement aux vieilles portes qui grinçaient dans le couloir, celle du chef de corps était en bois massif, imposante, d'un brillant ostentatoire. Elle était aussi incongrue et avide qu'un bijou précieux planté sur un cadavre en décomposition. « Veuillez entrer. » Le chef de corps en second frappa à la porte. De l'intérieur, une voix lasse répondit « Entrez ». Au moment où la porte s'ouvrit, Toussaint eut l'impression d'entrer dans un monde complètement différent. Contrastant avec la désolation extérieure, l'intérieur du bureau du chef de corps était aussi luxueux qu'une suite d'un hôtel 5 étoiles. Le sol était recouvert d'une moquette persane, si épaisse que ses chevilles s'y enfonçaient. Une vitrine, occupant tout un mur, exposait des bouteilles d'alcool étrangers coûteux. Sur l'immense bureau en acajou, pas une trace de poussière. Le colonel Jean-Pierre Moreau était affalé sur un fauteuil en cuir de marque, la regardant. Il était le roi de ce royaume, le vieux renard Jean-Pierre Moreau. « Ah, commandant Léa Toussaint, n'est-ce pas? Entrez, entrez !» Jean-Pierre Moreau se leva, un sourire aussi rusé qu'un serpent aux lèvres. Sa silhouette ressemblait plus à celle d'un PDG prospère qu'à celle d'un militaire. La main qui lui tendit était molle et épaisse. « J'ai lu votre dossier. Ce qui est arrivé à votre mari est regrettable, mais c'est bien de recommencer dans un nouvel endroit. En tant que femme, arrivée jusqu'ici, vous ne devez pas être n'importe qui. » Sa voix était douce comme le miel, mais son regard était aussi acéré qu'un couteau, semblant vouloir percer son âme. Il sondait ses faiblesses sous un masque de sympathie. Toussaint baissa la tête et donna une réponse convenue. « Vous me flattez, mon colonel. J'espère pouvoir apprendre beaucoup de vous. » Elle se camouflait en une femme officier talentueuse, mais ayant perdu toute volonté après la mort de son mari. Pour tromper le vieux renard, elle devait se transformer en un agneau docile. À ce moment, la porte s'ouvrit brusquement et un homme entra à grandes enjambées. C'était le fils de Moreau, le prince de ce royaume, le capitaine Lucas Moreau. Il portait son uniforme comme une armure, son visage affichant clairement l'arrogance et la violence. Contrairement à son père, il était un chien de chasse affamé, ne prenant pas la peine de cacher sa cruauté. « Père, les papiers à signer ?» Il parlait quand il remarqua la présence de Toussaint dans la pièce et fronça les sourcils. « C'est qui ça ?» Un ton grossier, sans le moindre respect pour un supérieur hiérarchique. Moreau toussa, feignant de réprimander son fils, mais sa voix contenait plus d'affection que de reproche. « Fiston, c'est une façon de parler à un commandant. C'est notre nouveau chef d'état-major opération. » Chef d'état-major? Une femme? Lucas Moreau renifla, la dévisageant, sans vergogne de haut en bas. Son regard était impoli et dégoûtant, comme s'il évaluait la qualité d'une bête de somme. Une unité de première ligne, on se croirait dans une cour de récréation. Qu'est-ce qu'elle peut bien faire ici? Toussaint serra les lèvres, la colère bouillonnant en elle, mais elle se cacha complètement. Ce n'était pas encore le moment.
Elle se contenta de baisser la tête en silence. Son attitude soumise sembla le satisfaire. Luca Moro perdit tout intérêt et jeta le dossier sur le bureau. À ce moment précis, un bruit éclata sur le terrain de sport. Le sourcil de Luca Moro tressaillit. Quel fils de pute fait du bruit si tôt le matin? Il jura et s'approcha de la fenêtre. Les regards de Toussaint et de Moreau le suivirent naturellement. Au milieu du terrain, un jeune soldat de première classe était à genoux. Devant lui, un sergent, apparemment un homme de main de Lucas, hurlait. « Espèce de merde, c'est comme ça que tu cires les bottes du capitaine? Tes yeux, c'est pour la décoration? Il faut que ça brille, que ça brille. » Le jeune soldat, terrifié, ne disait rien, se contentant de baisser la tête en tremblant. Un sourire cruel apparut sur le visage de Luca Moro. « Je sors un instant. » Il quitta la pièce à grandes enjambées comme un prédateur qui a trouvé sa proie. Jean-Pierre Moreau haussa simplement les épaules, sans intention de l'arrêter, comme s'il regardait une pièce de théâtre quotidienne. Une fois sur le terrain, Luca Moro se dirigea droit vers le soldat. Il ne dit rien, utilisant la pointe de ses rangers pour relever le menton du soldat agenouillé. « Lève la tête, espèce de con. » Le soldat le regarda avec des yeux terrifiés. Luca Moro lui arracha les bottes des mains, les approcha de son visage et gronda. « C'est des bottes, ça? Putain, c'est plus sale que du papier cul. Mes bottes, c'est mon image. Tu viens de me chier sur la gueule, t'as compris? Je suis désolé. » Le soldat souplia désespérément, mais Luca n'entendit rien. « Désolé, désolé et c'est réglé. » Paf! Un bruit sec retentit alors que la pointe de la botte de Luca frappait en plein dans la poitrine du soldat. Le soldat n'eut pas le temps de crier et tomba à la renverse. Les autres soldats autour, comme par un accord tacite, se détournèrent tous. Personne n'intervint. Personne ne pouvait intervenir. Cette complicité silencieuse était la loi de ce royaume. Retire-les jusqu'à ce que je puisse me voir dedans. Pas un grain de poussière. Si c'est pas fini ce soir, ne pense même pas à dormir. Luca Moro lança ces mots avec mépris et s'en alla, sans même regarder le soldat étendu sur le sol. De la fenêtre du bureau du chef de corps, témoin de toute la scène, Toussaint serra silencieusement le poing dans sa poche, ses ongles s'enfonçant profondément dans sa paume. Son visage restait impassible comme un masque sans émotion. Mais sous ce masque, un flot de lave furieuse bouillonnait. Ordures, des ordures déguisées en humains. Elle regarda tour à tour le vieux renard, en face d'elle, et le chien de chasse qui venait de montrer sa brutalité dehors. Ce n'était pas l'armée, c'était un immense terrain de chasse qu'ils avaient créé, où les faibles étaient transformés en sacrifices pour satisfaire leur avidité. Jean-Pierre Moreau, ignorant ou feignant d'ignorer ses pensées, afficha un sourire paternel et dit « Mon fils est un peu soupe au lait, mais il a le tempérament d'un soldat. Le commandant s'y habituera. » S'habituer? Toussaint ricana intérieurement. « Je ne suis pas venu ici pour m'habituer. Je suis venu pour réduire en cendres cette tanière de renard pourri jusqu'à la racine. » Elle afficha de nouveau un sourire soumis, baissant la tête. « Oui, mon colonel, j'apprendrai beaucoup. » Le papillon d'acier avait replié ses propres ailes, entrant au plus profond de l'antre du vieux renard. Le calme avant la tempête. Son silence n'était pas un consentement, mais le prélude à un jugement des plus terribles. La vie au régiment du commandant, Léa Toussaint, commença comme celle d'une personne invisible. Elle s'efforça d'effacer son existence. Lors des réunions, elle s'asseyait dans un coin, prenant des notes en silence. Personne ne lui adressait la parole. Elle était talentueuse, mais ne le montrait jamais. Et les tâches administratives qui lui étaient confiées étaient toujours parfaitement exécutées, sans la moindre erreur. Une femme officier veuve, ayant perdu toute volonté, attendant tranquillement le jour de sa retraite. C'était le camouflage parfait qu'elle s'était confectionné. Elle était comme un chasseur entrant au centre d'une toile d'araignée. Chaque pas devait être extrêmement prudent. La moindre vibration pouvait réveiller l'araignée venimeuse au milieu. Son premier objectif était la salle des archives, où étaient conservés tous les secrets de ce royaume de corruption.
Son titre de chef d'état-major opération lui fournissait un prétexte parfait. Elle demanda l'autorisation d'entrer dans la salle des archives sous prétexte de vouloir réorganiser des montagnes de vieux dossiers d'entraînement et de rapports opérationnels. L'endroit, imprégné d'une odeur de poussière et de moisie, était évité de tous, donc personne ne s'opposa à son sacrifice volontaire. Le jour, elle agissait comme une secrétaire zélée, classant les vieux dossiers, créant des catalogues et poussetant. Mais quand tout le monde était parti et que la nuit tombait, la salle des archives se transformait en son terrain de chasse secret. À la seule lueur d'une lampe de poche, elle cherchait les vrais registres cachés derrière les documents officiels. Ce qu'elle cherchait, c'était le livre de comptes officieux, le début et la fin de toute la pourriture des salaires versés au nom de soldats fantômes. Des dossiers d'achat de matériel militaire dont les prix étaient gonflés à plusieurs reprises, des frais de carburant mensuels qui s'écoulaient vers une destination inconnue. Ils étaient camouflés avec une grande finesse, cachés parmi des documents administratifs ordinaires comme des champignons vénéneux. Finalement, après environ un mois, elle découvrit un vieux classeur au fond d'un casier métallique rouillé, dissimulé par une pile d'autres dossiers, rapport du Fonds de développement du régiment. Le titre semblait légitime, mais le contenu puait la corruption. C'était la preuve parfaite que le père et le fils Moreau monopolisaient tous les avantages du régiment, qu'il exploitait le sang et la sueur des soldats. Les pots de vin, reçus en échange de promotion. L'argent gagné en vendant des jours de permission, et même des dossiers sur le détournement d'uniformes d'hiver des soldats vers le marché noir. Son cœur sembla plongé dans l'eau glacée. Ce n'était pas seulement de la corruption, c'était une tumeur maligne qui rongeait les fondations de la nation. Elle sortit de sa poche un appareil photo miniature en forme de stylo-plume et photographia méticuleusement chaque page du registre. Clic, clic. Dans le silence étouffant, même le son de l'obturateur semblait aussi fort que les battements de son cœur. Elle exécutait sa tâche avec froideur et calme. Parallèlement à la collecte de preuves, elle commença à tisser une autre toile recueillant les témoignages des victimes. C'était bien plus dangereux que de trouver le registre. Les soldats, terrifiés par le capitaine Luca Moreau, n'osaient pas parler. Une approche imprudente pouvait révéler son identité. Elle attendit l'occasion. Un soir, prétextant se rendre à l'infirmerie pour une légère égratignure, elle remarqua le soldat qui avait été agressé par Luca Moreau sur le terrain de sport quelques jours plus tôt. Le jeune soldat était assis sur un lit dans un coin, le regard vide fixé sur le mur. Profitant d'un moment d'inattention de l'infirmière, elle s'approcha silencieusement. Sans un mot, elle glissa un petit tube de pommade dans sa main. Le soldat sursauta et la regarda. « Ce médicament ne peut pas guérir les blessures du cœur, n'est-ce pas ?» Sa voix était un murmure, mais elle contenait une force inébranlable. « J'ai vu ce qui s'est passé sur le terrain ce jour-là. C'était une injustice. » Les pupilles du soldat se contractèrent de peur. Il secoua la tête, voulant reculer. « Je ne sais rien. »« Non, tu sais. » Elle le regarda droit dans les yeux. Son regard n'était pas celui de la pitié, mais celui d'une acuité qui voyait tout. S'il y avait une chance de mettre fin à cet enfer, aurais-tu le courage de la saisir? Je te promets ta sécurité et celle de ta famille. Je mettrai ma propre vie en jeu pour te protéger. Personne ne pourra plus jamais te toucher. Elle glissa un petit bout de papier dans sa main et se leva silencieusement. Le papier indiquait seulement une heure et un lieu. Le choix t'appartient. Quelques jours plus tard, à l'heure convenue, dans un entrepôt isolé derrière l'unité, elle rencontra 3 soldats, dont le jeune première classe. Ils étaient tous victimes des agressions et des extorsions terribles de Luca Moreau. Au début, ils tremblaient de peur, incapables de parler. Toussaint ne les pressa pas. Au lieu de cela, elle sortit de son cou sa plaque militaire gravée de son matricule. « Ceci est mon honneur et tout ce que je possède. Je le mets en jeu pour vous promettre que vos témoignages seront la lame la plus aiguisée pour traîner ces ordures devant la justice, et je serai le bouclier pour que cette lame ne vous blesse pas. » Sa voix pleine de détermination fit changer progressivement le regard des soldats. Un soldat,
tremblant, commença à parler, racontant comment Lucas Moreau avait utilisé la maladie de sa mère comme prétexte pour lui extorquer de l'argent. Un autre, en sanglotant, raconta comment il l'avait transformé en son esclave personnel, l'obligeant à laver sa voiture et à cirer ses bottes chaque nuit. Leurs témoignages furent soigneusement enregistrés. La porte de l'enfer s'entrouvrait lentement, mais ses actions secrètes finirent par agiter l'araignée venimeuse au centre. Lucas Moreau était un chien de chasse capable de flairer le danger par instinct. Il sentait que cette femme officier nommée Léa Toussaint avait quelque chose qui n'allait pas, trop silencieuse, trop parfaite dans sa façon de s'enfouir dans les papiers. Ce n'était pas naturel, comme le calme avant la tempête. Une nuit, Lucas Moreau, feignant d'être ivre, débarqua à l'improviste dans le bureau de Toussaint. À ce moment-là, elle réorganisait les fichiers audio des témoignages des soldats. Le bruit de la porte qui s'ouvrait brusquement fit s'arrêter son cœur. Mais elle changea rapidement d'expression et bascula l'écran de son ordinateur sur un document administratif. « Ah, le commandant n'est pas encore rentré ?» Lucas Moreau, puyant l'alcool, s'approcha. Ses yeux n'étaient pas ceux d'un homme ivre, c'était le regard perçant d'un surveillant méfiant. « À force de fouiner comme ça, vous trouvez quelque chose? Ou c'est votre vieux mari qui vous manque au point de ne pas pouvoir dormir ?» Ses paroles étaient pleines de sous-entendus et de moqueries. Toussaint se leva d'un bond de sa chaise, feignant la peur et saluant réglementairement. « Ah, mon capitaine, les documents que le chef de corps m'a confiés ne sont pas encore terminés. La lumière vous dérange-t-elle? Je suis désolée. » Elle afficha clairement la confusion et la maladresse, une comédie parfaite. Lucas Moreau jeta un coup d'œil à l'écran de l'ordinateur et à son bureau. Rien de spécial. Il n'était toujours pas convaincu, mais il ricana et lui tapota l'épaule. « Ne travaillez pas trop, commandant. Si vous tombez malade, c'est moi qui serai embêté. » Il laissa cette phrase pleine de sous-entendus et partit. La porte se referma. Toussaint put enfin pousser un soupir de soulagement, la tension semblant se relâcher. Sa chemise était trempée de sueur froide. La toile d'araignée avait vibré. L'araignée venimeuse au centre avait enfin senti la présence d'un corps étranger. C'était un signal dangereux, indiquant que le temps de la chasse était compté. Les preuves étaient suffisantes. La carte mémoire minuscule contenait tout le contenu du livre de contes noirs. Les fichiers audio, des témoignages sanglants des soldats exploités par Lucas Moreau. Entre les mains de Chloé Lefebvre se trouvait désormais une bombe nucléaire capable de raser complètement l'empire du père et du fils Moreau, mais elle n'avait pas encore appuyé sur le bouton. Pour pouvoir passer une cloche solide au cou du vieux renard, elle devait le faire sauter lui-même dans le piège. Elle devait transformer tous les doutes en certitudes et faire ressortir leur nature la plus répugnante à la lumière du jour. La dernière phase de l'opération, battre l'herbe pour effrayer le serpent. Son objectif était le commandant Wang, le chef d'état-major du matériel du régiment. C'était un homme de main de longue date de Moreau, son bras droit chargé de toutes les transactions louches. Le commandant Wang était extrêmement vif et agissait toujours comme l'ombre de son maître. Le faire bouger obligerait certainement Jean-Pierre Moreau à intervenir directement. Toussaint organisa une rencontre fortuite avec le commandant Wang à la cantine à l'heure du déjeuner. Elle garda son visage invisible, comme d'habitude, prit son plateau et s'assit en face de lui. Après quelques salutations pour la forme, elle marmonna comme pour elle-même, mais assez fort pour que le commandant Wang l'entende. C'est étrange. En vérifiant les dossiers de liquidation du carburant de l'année dernière, je vois qu'il manque 2000 litres chaque mois. Les registres et le stock réel ne correspondent pas. Ce doit être une simple erreur administrative, n'est-ce pas? En entendant cela, le geste du commandant Wang de porter la nourriture à sa bouche s'arrêta un instant. Ses pupilles se contractèrent. Ce fut un instant, moins d'une demi-seconde, mais les yeux perçants de Toussaint ne manquèrent pas ce changement. Le commandant vient de dire quelque chose? Le commandant Wang essaya de paraître calme en lui reposant la question. Toussaint le regarda alors, haussa les épaules. « Ah, non, rien. Je marmonnais juste pour moi. »
C'est probablement parce que les dossiers sont trop vieux que j'ai mal lu. Ne faites pas attention. Disant cela, elle termina rapidement son repas et se leva. L'appât était lancé. Dès qu'elle quitta la cantine, le commandant Wang cessa immédiatement de manger et se précipita quelque part. Sa destination était claire comme le jour. Exactement comme un chien fidèle courant avertir son maître du danger. Chloé Lefebvre retourna à son bureau. De sa fenêtre, elle regarda le bâtiment du poste de commandement. Comme elle l'avait prédit, un instant plus tard, le commandant Wang entra précipitamment dans le bureau du chef de corps. Environ 10 minutes après, ce fut au tour du capitaine Lucas Moreau d'entrer dans la pièce, l'air furieux. Le serpent avait commencé à s'agiter. Tout l'après-midi, l'atmosphère au poste de commandement était tendue comme une corde de violon. Jean-Pierre Moreau ne sortit pas de son bureau comme d'habitude, et Lucas Moreau chercha querelle sans raison à chaque soldat qu'il croisait. Son attitude était extrêmement irritable. Ils avaient certainement commencé à enquêter secrètement sur elle, le commandant Léa Toussaint, son dossier personnel, ses états de service passés, et même l'existence de son mari décédé. Mais elle avait tout préparé. Le dossier du commandant Léa Toussaint dans le système de données de l'armée était parfait. Les personnes connaissant sa véritable identité au ministère des Armées se comptaient sur les doigts d'une main et tout accès à l'information était impossible sans l'approbation d'elle-même, l'inspectrice générale. Même s'il creusait, tout ce qu'il trouverait serait l'image fictive d'une femme officier veuve et faible qu'elle avait elle-même créée. En fin d'après-midi, Lucas Moreau vint en personne à son bureau. Contrairement à la fois précédente, cette fois il n'était ni ivre ni souriant. Son visage était figé par la colère. « Commandant, il n'a pas frappé, il a fait irruption et s'est tenu juste devant son bureau. Dans quoi vous fourrez votre nez ces derniers temps ?» Toussaint feignit d'être un lapin effrayé et se leva. « Je vous demande pardon, mon capitaine. Que voulez-vous dire par là ? Ne faites pas semblant. » Boum! Lucas Moreau frappa violemment sur le bureau. Une pile de documents s'effondra. Le carburant. Vous prenez pour qui pour vous mêler des affaires internes du régiment? Votre travail est de classer les dossiers opérationnels, pas de fouiner dans les comptes. Sa voix résonna dans tout le bureau. Quelques employés administratifs sursautèrent et regardèrent, mais n'osèrent pas intervenir, se retirant discrètement. Je suis désolé. Je ne faisais que vérifier les anciens dossiers lors de la passation de service. Je n'avais aucune autre intention. Elle se justifia d'une voix qui semblait sur le point de pleurer. Sa faiblesse apparente excita encore plus l'arrogance de Lucas Moreau. Autre intention? Paf, une veuve comme vous, quelle intention pourriez-vous avoir? Vous vous ennuyez probablement, alors vous êtes curieuse de tout et de rien. Lucas Moreau la regarda avec mépris. Écoutez bien, commandant. Ce n'est pas un endroit où une femme comme vous peut faire ce qu'elle veut. Contentez-vous de faire tranquillement le travail qu'on vous a confié. Si vous me tapez encore sur les nerfs une fois de plus, ne vous plaignez pas si ça se passe mal. Compris? Il laissa cette menace et tourna les talons. Quand il fut parti, Toussaint, comme si elle avait perdu toutes ses forces, s'effondra sur sa chaise. Elle se prit le visage dans les mains, ses épaules tremblant légèrement. Les employés administratifs qui regardaient en cachette la plaignaient tout en chuchotant qu'il était évident que contrarier le capitaine signifiait la fin. Mais sous les mains qui cachaient son visage, les coins de la bouche de Chloé Lefebvre se retroussaient en un sourire glacial. Ils ont mordu à l'hameçon, ces stupides ordures, sa provocation avait réussi. Le père et le fils Moreau ne la considéraient plus comme une femme curieuse et ennuyeuse, mais comme une menace potentielle qui pouvait ébranler leur royaume. Il n'allait pas la laisser tranquille. Il allait la tester, lui mettre la pression et finalement chercher un moyen de l'éliminer. C'était exactement ce qu'elle voulait. Qu'ils creusent leur propre tombe de leurs propres mains. Cette nuit-là, dans sa chambre, elle regarda l'obscurité par la fenêtre. La lumière du bureau du chef de corps resta allumée tard dans la nuit. Le vieux renard et le chien de chasse discutaient de la manière de traiter l'intruse qui avait pénétré dans leur antre.
Chloé Lefebvre caressait silencieusement le pendentif à son cou. La sensation froide du métal renforçait sa détermination. Le rideau s'était levé et les acteurs sur scène avaient commencé à se déplacer selon son scénario. Il ne restait plus que le point culminant, la dernière scène où ils révéleraient leur nature la plus cruelle et la plus répugnante. Et à la fin de cette scène, le papillon d'acier déploierait enfin ses ailes de jugement. L'effet de la tactique battre l'herbe pour effrayer le serpent fut plus rapide et plus puissant que prévu. Le petit caillou qu'elle avait lancé avait secoué toute la tanière du serpent venimeux, géant nommé Jean-Pierre Moreau. Il ne considérait plus le commandant Léa Toussaint comme une mouche agaçante. Sa persévérance, son acuité dans l'examen des dossiers et surtout son regard qui ne vacillait pas face aux menaces de Lucas Moreau, tout cela avait fait hurler l'instinct animal du vieux renard. Cette femme était très dangereuse. Cette femme était l'ennemi réel qui menaçait le royaume qu'ils avaient bâti. Le lendemain matin, Toussaint commença son travail comme d'habitude au bureau. Mais l'atmosphère avait changé. Les officiers qui marchaient dans le couloir, dès qu'ils croisaient son regard, sursautaient et l'évitaient. Les employés administratifs autour d'elle retenaient également leur souffle. Le silence effrayant avant la tempête, tout le monde sentait que quelque chose de terrible allait se produire. À 10 heures précises, l'ordonnance du bureau du chef de corps apparut devant son bureau comme un fantôme. Son visage était blême. « Commandant, le chef de corps vous demande. Il veut vous voir en privé. Tout de suite. En privé. » Ces deux mots sonnaient comme une condamnation à mort. Elle sentit que ce qui devait arriver était enfin arrivé. Elle ne dit rien, se leva silencieusement. Tous les regards dans le bureau étaient comme des poignards plantés dans son dos. Le court couloir menant au bureau du chef de corps semblait aussi long et lourd que le chemin vers l'échafaud. Quand elle se tint devant la porte en bois massif, il n'y avait aucun bruit à l'intérieur. Elle frappa. La voix grave de Moreau retentit. « Entrez !» Au moment où la porte s'ouvrit, elle sentit une vague d'air glacial. L'intérieur luxueux de la pièce était le même, mais l'atmosphère était complètement différente. Jean-Pierre Moreau n'était plus le commandant au sourire paternel. Il se tenait près de la fenêtre, les mains derrière le dos, comme un tyran jugeant un intrus devant son trône. Son fils, Lucas Moreau, était adossé au mur comme une ombre, les bras croisés, le regard mêlant mépris et intention meurtrière, plus de comédie. Les masques étaient tombés. « Asseyez-vous. » Jean-Pierre Moreau désigna le canapé d'un signe de tête. Sa voix n'avait plus aucune chaleur. Alors que Toussaint s'asseyait raidement, Moreau se retourna. Ses yeux brillaient comme ceux d'un prédateur devant sa proie. « Commandant Léa Toussaint, commença-t-elle, qui êtes-vous » Une question directe. Elle donna la réponse qu'elle avait préparée. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, mon colonel. Je suis le commandant Léa Toussaint de l'armée de terre française. » Ah, Jean-Pierre Moreau renifla, commandant Léa Toussaint, une veuve qui voulait une vie militaire paisible et qui s'est portée volontaire pour venir dans ce coin perdu. Au début, je pensais que c'était une histoire plausible. J'avais même un peu de pitié. Il s'approcha d'elle, son ombre l'engloutissant complètement. Mais vous n'êtes pas le genre de femme que je pensais. Dans vos yeux, il n'y a pas de tristesse. C'est le regard d'un chasseur qui vise sa cible. Son cœur sembla tomber dans un abîme, mais son visage exprimait toujours la peur et la confusion. Mon colonel, il doit y avoir un malentendu. Je ne faisais que. Le cri de Moreau coupa sa parole. Un malentendu. Fouiller les registres de carburant, vérifier les inventaires du matériel, puis rencontrer en secret la nuit ceux qui ont une dent contre mon fils. C'est un malentendu, ça? Il savait tout. Son réseau d'informations s'étendait à tous les recoins du régiment. Toutes ses actions étaient surveillées. C'était la preuve évidente. Son cœur se glaça, mais en même temps, une excitation brûlante monta en elle. J'ai pénétré plus profondément. Encore plus profondément. Tu sais où tu as mis les pieds, hein? Jean-Pierre Moreau avait maintenant complètement révélé sa vraie nature, son visage tordu par l'avidité et le pouvoir. Qui que tu sois, je m'en fous, mais tu as osé mettre ton nez dans mes affaires, dans le royaume de Jean-Pierre Moreau.
À ce moment, Luca Moro quitta le mur et s'approcha. Il tenait un épais dossier à la main, c'était l'original du livre de contes noirs qu'elle avait cherché si longtemps. Moro arracha le registre des mains de son fils et le brandit brutalement devant son visage. « Tu sais ce que c'est? Ça, c'est mon pouvoir. C'est ma loi. Ça veut dire qu'une femme comme toi, je peux la faire disparaître sans laisser de traces, ici même. » Et puis il prononça la phrase culminante de cette confrontation, la phrase la plus humiliante et la plus cruelle. « Tu te prends pour qui pour te mêler de mes affaires? Quand on est une veuve, on doit connaître sa place, se taire et s'agenouiller. » En même temps que ces mots, il lui jeta le livre noir en plein visage. Paf! Le coin du lourd registre la frappa précisément à la pommette. Une lumière jaillit dans ses yeux, le goût métallique du sang emplit sa bouche. Sa tête fut projetée en arrière contre le canapé, elle faillit tomber, mais elle réussit à garder l'équilibre. La douleur lancinante de sa pommette n'était rien comparée à l'humiliation qui lui déchirait l'âme. Elle releva lentement la tête, sa lèvre était fendue, le sang coulait. Elle ne dit rien, se contentant de fixer Jean-Pierre Moreau avec des yeux froids comme la glace. Dans ses yeux, il n'y avait plus de peur ni de confusion, seulement une colère glaciale et un mépris d'une profondeur insondable. Ce regard coupa le dernier fil de la raison de Moreau. Il ne pouvait pas accepter qu'une créature, qu'il considérait comme inférieure, ose le regarder avec un tel mépris, ses yeux. « Arrache-lui les yeux, pour moi !» cria Moreau à son fils. Luca Moro, comme s'il n'attendait que ça, se précipita et lui attrapa brutalement les cheveux. « Tu oses regarder qui avec ces yeux-là, hein ?» Il la tira du canapé et la jeta au sol. Elle ne résista pas. Non, il n'y avait pas besoin de résister. Tout se déroulait exactement selon la dernière scène qu'elle avait planifiée. C'est ça, continuez. Montrez toute votre nature répugnante et immonde. Pensa-t-elle en silence, allongée sur le sol. Jean-Pierre Moreau la regarda de haut, parlant d'une voix aussi froide qu'un serpent. En faire passer ça pour un simple accident serait trop ennuyeux, n'est-ce pas mon fils? Un sourire cruel apparut sur son visage. Il faut donner une leçon à tous ces rats du régiment pour qu'ils sachent quel est le sort de ceux qui osent défier le roi, ce qu'il advient de quiconque ose porter atteinte à notre autorité. Il regarda la forêt sombre par la fenêtre, déclarant comme un acteur lisant la dernière réplique d'une pièce. Fabriquez-lui une croix. La pierre de marbre froide frottait la blessure sur sa lèvre, le goût du sang et de la poussière se mélangeant en une saveur d'humiliation. Toussaint, le souffle court, supportait en silence l'ombre des deux bêtes qui se déversaient sur elle. Les visages de Jean-Pierre Moreau et de Luca Moro étaient empreints d'un sentiment de victoire et d'une joie cruelle. Il devait penser qu'elle allait implorer sa vie avec horreur, qu'elle allait se prosterner à leurs pieds comme un animal pitoyable devant la loi du royaume, devant l'autorité du tyran. Jean-Pierre Moreau tournait autour d'elle, sa démarche arrogante et lente, comme celle d'un lion qui vient de réussir sa chasse et contemple son butin. « Maintenant, tu comprends. À quel point tu es une existence minuscule et inutile ?» Il murmura, sa voix pleine de satisfaction. « C'est ma forêt, et je suis le roi de cette forêt. Toute proie est mienne, toutes les lois sont faites par moi. Et pourtant, une renarde comme toi a osé entrer dans mon territoire de chasse et se faire passer pour un chasseur. Quelle stupidité !» Il s'accroupit à côté d'elle, lui saisit brutalement le menton pour le relever. Son visage ensanglanté apparut devant ses yeux. « Je te donne une dernière chance. Qui est derrière toi? Qui t'a envoyé ici? Avoue tout et lèche mes pieds en implorant mon pardon. Peut-être que je t'épargnerai la vie. » Ce n'était pas de la pitié. C'était une dernière confirmation, une soumission forcée. C'était le désir malade d'un tyran de prouver sa grandeur, de vouloir que même son âme se prosterne à ses pieds. Luca Moro, à côté, renchérit. « Père, pourquoi interroger cette garce? Coupons-lui la langue et ce sera réglé. » Au milieu de l'humiliation et de la douleur, les yeux de Toussaint ne vacillèrent pas un instant. Au contraire, du plus profond de son regard, quelque chose de plus froid que le mépris, de plus dur que la colère, se levait. C'était une volonté de fer incassable,
la fierté inviolable d'un soldat. Elle pinça ses lèvres déchirées, cracha une giclée de salive mêlée de sang sur le sol, puis regarda Moreau droit dans les yeux, parlant d'une voix aussi froide et claire que des éclats de glace. « Vous n'êtes pas un roi ?» Sa voix n'était pas forte, mais elle contenait une puissance suffisante pour avaler tous les bruits de la pièce. Le sourire sur le visage de Moreau s'éteignit. Elle continua, mettant tout son profond mépris dans chaque mot. « Vous n'êtes qu'un criminel qui souille cet uniforme sacré. » Le silence s'installa, comme si le temps s'était arrêté. Ses paroles étaient comme un poignard acéré qui transperçait l'arrogance et le rempart de suffisance que Moreau avait bâti toute sa vie. Pas un roi, mais un criminel. Cette définition était la plus terrible des humiliations, niant complètement son existence. Le visage de Moreau se déforma lentement, d'abord l'incrédulité, puis le doute, et enfin une fureur incontrôlable explosa. Ses yeux devinrent rouges. « Toi, qu'est-ce que tu viens de japper? Espèce de folle !» Lucas Moreau perdit son sang-froid et se précipita. Il allait lui saisir le cou pour la relever. Mais Moreau retint sa main. « Attends !» La voix de Moreau était rauque de colère. Il arrêta son fils, puis s'avança personnellement et la gifla de sa propre main. Clac! Un bruit sec de chair contre chair retentit, sa tête bascula sur le côté, du sang gicla de nouveau sur le sol, mais elle ne gémit pas. Elle se contenta de retourner lentement la tête, le regardant toujours avec les mêmes yeux inchangés. Ce regard insoumis finit par le rendre fou. « Ah très bien, on va voir combien de temps durera ta putain de fierté. » Il se tourna vers son fils, grognant comme une bête. « Bâillonne-la, amène de la corde. Traînez-la dans la forêt. Je vais te montrer comment le roi que tu oses appeler un criminel exécute une traîtresse. » L'ordre fut exécuté immédiatement. Lucas Moreau prit un chiffon sale de l'entrepôt et le fourra brutalement dans sa bouche. Ses deux mains furent solidement liées avec une grosse corde. Toute résistance était vaine. Non, elle ne résista pas. C'était le dernier chapitre du scénario qu'elle désirait. Profitant de l'obscurité, ils la traînèrent par la porte arrière du bureau du chef de corps. Ses rangers traînèrent sur le sol, laissant une longue trace pathétique. Personne ne les arrêta. Parfois, des soldats en patrouille voyaient la scène, mais ils se dépêchaient de détourner le visage, disparaissant dans l'obscurité comme s'ils avaient vu un fantôme. Dans ce royaume, remettre en question les actions du père et du fils du chef de corps équivalait à la mort. En empruntant le sentier désert derrière le bâtiment, l'air devint plus froid et humide. Les branches lui fouettaient le visage, les pierres pointues lui écorchaient les jambes, mais elle ne sentait pas la douleur. Tous ses sens semblaient paralysés, ne sentant que l'existence unique du pendentif à son cou. Après avoir été traînés pendant un temps indéterminé, ils arrivèrent enfin à une petite clairière dans la forêt. Sous la faible lueur de la lune, une croix de bois grossièrement taillée se dressait, comme si elle avait été préparée depuis longtemps. Ce n'était pas un symbole de salut, mais l'instrument d'une exécution cruelle. « Voici ton autel », dit Jean-Pierre Moreau, haletant. Il avait complètement perdu la raison. « On va t'accrocher ici pour que tu réalises à quel point la loi et l'honneur de l'armée que tu essaies de protéger sont inutiles. » Ici, Jean-Pierre Moreau est la loi, Jean-Pierre Moreau est Dieu. Deux hommes robustes la soulevèrent sur la croix. Ses deux mains furent attachées à la barre transversale, ses deux jambes à la barre verticale. Elle était devenue un sacrifice parfait, incapable de bouger le moindre muscle. Lucas Moreau sortit de sa boîte à outils un gros marteau et des clous d'acier assez épais pour traverser un poignet humain. Il afficha un sourire sinistre et plaça la pointe du clou sur son poignet. « Ne t'inquiète pas, un seul coup et c'est fini. Tu n'auras même pas le temps d'avoir mal. » À ce moment, Toussaint ferma les yeux. Elle accepta la douleur à venir. Cette douleur physique n'était rien comparée au prix qu'ils allaient payer pour le jugement. Bam! Le bruit strident du marteau brisa le silence de la forêt, accompagné du son horrible du métal transperçant son poignet. Un éclair de feu la traversa de part en part, comme si chaque nerf était consumé. Son corps se convulsa, mais de sa bouche bâillonnée,
aucun son ne sortit. Seuls ses yeux insoumis fixaient les deux démons, dans l'obscurité. Son silence était le prélude à une vengeance sanglante, qui allait commencer, la douleur déferlait par vagues. Elle ne cessait de frapper le rivage de sa conscience, tentant de la briser et de la submerger. Le clou d'acier transperçant son poignet n'était pas seulement une blessure, c'était une ancre de l'enfer, retenant et secouant tout son système nerveux. La sensation des muscles déchirés, des os hurlant, le sang s'écoulant de la blessure et le froid qui lui volait peu à peu sa chaleur corporelle. Plus la nuit avançait, plus le froid de la montagne devenait mordant, coupant sa chair. Les rires moqueurs et maudits du père et du fils Moreau s'étaient depuis longtemps dissipés dans l'obscurité. Désormais, la forêt n'était plus que le bruit du vent, le hurlement lointain d'une bête sauvage et les battements de son cœur, si forts qu'il menaçait d'exploser. Une personne ordinaire se serait évanouie à cause du choc et de la perte de sang, mais elle était Chloé Lefebvre, l'inspectrice générale la plus redoutable de l'armée de terre française. Le papillon d'acier. Elle n'était pas emportée par la vague de douleur. Au contraire, elle surfait dessus. Pour maintenir sa conscience, elle utilisa toutes les techniques de survie apprises à l'armée, régulant sa respiration pour ralentir son rythme cardiaque, relâchant ses muscles pour minimiser la dépense d'énergie. Son esprit était aussi solide qu'une forteresse d'acier, repoussant les assauts de la douleur et du désespoir. Elle attendit. Elle attendit que les deux démons baissent complètement leur garde, enivrés par leur victoire. Ce qu'elle s'apprêtait à faire n'offrait qu'une seule chance. Échouer signifiait la mort et la fin de toute la mission. Finalement, elle jugea que le moment était venu. C'était maintenant. Son regard se porta vers le bas, sur le pendentif qui pendait faiblement sur sa poitrine. Le souvenir de son mari mort au combat. Ce n'était pas seulement un bijou, c'était le dernier dispositif de signalisation d'urgence fabriqué par les meilleurs ingénieurs de l'unité spéciale rattachée à l'inspection générale qu'elle avait fondée. Les ombres, pour parer aux situations les plus imprévues. Un dispositif unique au monde, directement connecté à ses signaux biologiques, sa dernière carte. Il était temps de l'utiliser. Le problème était de savoir comment l'activer. Ses deux mains étaient clouées à la croix, son corps entièrement ligoté. Elle ne pouvait bouger que le cou et la tête, elle serra les dents. À sa première tentative, elle utilisa la force de son cou pour baisser la tête, mais immédiatement, les clous dans ses poignets s'enfoncèrent plus profondément dans ses blessures. Une douleur atroce, alors que la chair et les os se tordaient, envahit tout son corps. Un gémissement étouffé explosa à l'intérieur de sa gorge. Ses yeux se révulsèrent, sa conscience s'évanouit. « Non, réveille-toi, Chloé Lefebvre », se dit-elle. Elle pensa au visage de son mari décédé, à la lettre d'adieu du jeune soldat mort injustement et au visage des deux démons. La colère se transforma en adrénaline, ravivant la flamme de vie qui s'éteignait. Deuxième tentative. Cette fois, elle ignora la douleur. Non, elle transforma la douleur en carburant. Elle concentra tout son esprit sur un seul objectif, que son menton touche le pendentif. Les muscles de son cou se tendirent, comme s'ils allaient se rompre. Chaque vertèbre hurlait. La blessure à son poignet s'ouvrit de nouveau. Le sang chaud coula à flots. Finalement, après une lutte où quelques centimètres semblaient être des kilomètres, son menton toucha la surface métallique froide du pendentif. Maintenant venait le plus dur. Il ne suffisait pas d'appuyer. Il fallait utiliser le menton pour tourner légèrement la surface afin de déverrouiller le bouton caché. Une manœuvre extrêmement délicate, ne permettant aucune erreur, même de 0,5 mm. Elle retint son souffle, concentrant tous ses sens sur son menton et le pendentif, cherchant une minuscule rainure. Très lentement, elle tourna dans le sens anti-horaire. Tout son corps tremblait de douleur, mais son menton bougeait avec la précision du scalpel d'un chirurgien expérimenté. Clic. Finalement, un très léger bruit, accompagné de la sensation du verrou qui s'ouvre, transmise par son menton. Dernière étape. Elle rassembla ses dernières forces
et appuya fermement avec son menton au centre du pendentif. Un son mécanique à peine audible brisa le silence de la forêt. Tout était fini. Non, tout commençait. Du pendentif, un minuscule faisceau de lumière rouge, invisible à l'œil nu, clignota puis s'éteignit. Le signal était envoyé. Nom de code. Papillon brisé. Ce signal ne passait pas par les réseaux de communication militaire habituels. C'était un fantôme numérique top secret, tiré vers une seule coordonnée, caché au plus profond du ministère des Armées. Ce n'était pas seulement un appel à l'aide. Papillon brisé signifiait que l'inspectrice générale, c'est-à-dire le papillon d'acier, était en danger de mort en territoire ennemi et qu'elle déléguait tous ses pouvoirs au commandant sur le terrain. C'était l'ordre d'urgence, le plus puissant et le plus redoutable, autorisant l'unité d'intervention à engager le combat sans restriction, sans être lié par aucune règle d'engagement. L'endroit où ce signal arriva, un bunker quelque part sous Paris, était le centre de commandement de l'unité spéciale rattachée à l'inspection générale. Les ombres, sur l'immense écran principal du centre de commandement silencieux, une icône de papillon rouge apparut comme un éclair déchirant l'obscurité, une icône tragique et inquiétante, avec une aile brisée. Bip, bip, l'alarme n'était pas stridente, mais c'était un son électronique grave et glacial, suffisant pour glacer le sang de tous les membres présents. L'officier de quart devant le panneau de contrôle se leva d'un bond, le visage blême. Détection. Détection de signal. Son cri fit cesser instantanément toute activité dans le centre de commandement. Tous les regards se tournèrent vers l'icône du papillon rouge sur l'écran. Car rapport de situation. Une voix froide comme l'acier retentit de l'ombre à l'intérieur. Le commandant en second de l'unité, le lieutenant-colonel Marc Duval, sortit de l'obscurité. Son visage n'exprimait aucune émotion, seulement une rationalité glaciale et une détermination ardente. L'officier de quart rapporta d'une voix tremblante. Nom de code papillon brisé. Position d'émission du signal. Coordonnées 48°08 nord, 7°04 est. Région montagneuse des Vosges, derrière le régiment X. Papillon brisé. Dès que ces mots furent prononcés, l'air dans le centre de commandement devint aussi tranchant que du verre. Le regard de tous les membres changea. Ils n'étaient plus des soldats ordinaires, ils étaient les chiens de chasse les plus d'élite. Ils avaient compris instinctivement que leur chef, leur papillon d'acier, était tombé aux mains de l'ennemi, et ils savaient ce qui allait se passer. Le commandant en second, sans la moindre hésitation, saisit le micro de communication sur la table de commandement. Sa voix résonna dans tout le centre de commandement, et dans toute l'unité qui dormait profondément sous terre. Toute l'unité en alerte, c'est une situation réelle. Sa voix était grave, mais la colère et la détermination qu'elle contenait bouillonnaient comme un volcan. Activation du protocole de combat papillon brisé. Toutes les forces des ombres, décollage immédiat. Il fixa la carte satellite du régiment affichée sur l'écran et donna son dernier ordre. Objectif, régiment X. Pas de règle d'engagement. Neutraliser toute résistance par tous les moyens nécessaires. Retrouver l'inspectrice générale. Dès que l'ordre du commandant en second fut donné, un monstre géant, dormant profondément, sous Paris se réveilla. Le déploiement des ombres était complètement différent de celui des unités militaires conventionnelles. Pas de sirènes stridentes, pas de cris pressés. Seulement le cliquetis du métal, le bourdonnement sourd des équipements électroniques qui s'allumaient et un silence empli de fureur. L'ordre du commandant en second ne comptait que 3 phrases, mais elle contenait une autorité absolue et un objectif clair. Activer le protocole papillon brisé, déploiement de toutes les forces, pas de règle d'engagement. Ces 3 phrases étaient comprises par les membres d'une seule manière. La guerre commençait. La lourde porte en acier du hangar souterrain s'ouvrit sans un bruit. À l'intérieur, de l'obscurité épaisse, 4 hélicoptères Na-90 Caïman, recouverts d'une peinture furtive spéciale presque indétectable par les radars, apparurent comme des fantômes. Sur ces hélicoptères, il n'y avait aucun insigne, aucune unité,
Aucun numéro de série. Ils n'existaient pas dans la liste des forces militaires officielles de la nation. Ils étaient simplement la lame, l'ombre du papillon d'acier. Les membres, entièrement équipés, se déplaçaient en ordre. Leurs visages étaient cachés par des casques et des cagoules noires, mais leurs yeux brillaient comme ceux des loups dans la nuit. Ils étaient équipés de lunettes de vision nocturne de pointe, de fusils d'assaut HK-4 avec silencieux et de diverses armes de neutralisation spéciale. Leurs mouvements étaient sans une seconde de perdu, sans un geste superflu. Comme s'il avait répété des centaines de fois, tout était mécaniquement parfait. Au centre de commandement, le lieutenant-colonel Marc Duval balayait une multitude d'informations sur l'écran avec l'œil d'un faucon. Il était un homme qui avait oublié comment paniquer. Son cerveau fonctionnait comme un supercalculateur qui avait éliminé les émotions humaines avec un seul objectif, accomplir la mission. Équipe de renseignement, surveillance en temps réel de tous les réseaux de communication dans la zone cible. Priorité absolue, localiser le chef de corps Jean-Pierre Moreau et son fils, Lucas Moreau. Équipe technique, dans les 10 minutes, couper complètement toutes les communications filaires et sans fil dans un rayon de 5 km autour de la zone cible. Ouvrez un canal sécurisé privé pour notre unité. Pas une fourmi ne doit sortir. Escadrille d'assaut, dès le décollage, activez la liaison de données satellites. Vous verrez exactement ce que je vois. Ces ordres étaient brefs, concis, mais absolus. Les membres ne posèrent aucune question, répondant simplement mécaniquement et exécutant immédiatement. Le lieutenant-colonel Marc Duval, via le micro de communication attaché à son menton, se connecta directement avec le chef de l'équipe d'assaut qui avait terminé l'embarquement. « Chef d'équipe Alpha, vous me recevez ?» 5 sur 5, mon lieutenant-colonel. Je vous reçois très bien. Malgré le bruit de l'hélicoptère, la voix du chef d'équipe Alpha restait calme, sans la moindre fluctuation. La voix de Duval devint plus grave, plus dangereuse. L'objectif de cette opération n'est pas simplement un sauvetage. C'est le jugement pour tous ceux qui ont fait du mal à l'inspectrice générale. Chaque mot qu'il prononçait contenait une fureur capable de glacer la moelle des os. Les signaux vitaux de l'inspectrice générale sont toujours présents, mais très faibles. Nous n'avons pas de temps. Dès votre arrivée sur les lieux, sans attendre d'ordre supplémentaire de ma part, vous avez carte blanche pour juger et éliminer tous les éléments dangereux. Je le répète, pas de règle d'engagement. Tout sujet résistant sera considéré comme un ennemi et neutralisé immédiatement. Compris? Et, chef d'équipe Alpha. Duval s'arrêta un instant, fixant le graphique des signaux vitaux faibles de l'inspectrice générale sur l'écran. Pour la première fois, une émotion humaine brilla dans ses yeux. Non, c'était la flamme de la fureur d'une bête sauvage. Si un seul de ces salauds a blessé l'inspectrice générale, ne serait-ce que d'une égratignure, sa voix était presque un grognement, alors les tuer ne suffira pas. Faites en sorte qu'ils vivent dans la souffrance et le regret pour le reste de leur vie. Compris et reçu. La communication fut coupée. Marc Duval retrouva son visage froid de machine. Il bougea son doigt pour agrandir la carte satellite. La position du poste de garde, du poste de commandement, des baraquements, du dépôt de munitions du régiment était marquée par des points rouges. Comme un joueur d'échecs déplaçant ses pièces, il commença à assigner les itinéraires d'infiltration et les missions à chaque équipe. Équipe Alpha et Bravo. Débarquement direct dans la zone montagneuse arrière, position estimée de l'inspectrice générale, encerclement total, recherche et établissement d'un périmètre. Équipe Charlie, assaut du poste de commandement du régiment, capturer vivant Jean-Pierre Moreau et Lucas Moreau. S'ils résistent, tirez dans les jambes pour neutraliser. Ne les tuez absolument pas. Je les interrogerai personnellement. Équipe Delta, prenez le contrôle du poste de garde et de la salle de communication, coupez complètement les communications avec l'extérieur, isolez tout le régiment. À partir de maintenant, le régiment X sera une unité fantôme, effacée du territoire français,
Tout le plan fut établi et communiqué en seulement 5 minutes. Sous le hangar, les pales des énormes hélicoptères commencèrent à tourner, créant un rugissement. Mais ce son, grâce à des dispositifs silencieux spéciaux, ne s'échappait presque pas à l'extérieur. L'ombre se déplaça avec le dernier cri du chef d'équipe Alpha. Les 4 hélicoptères s'élevèrent silencieusement et rapidement dans l'obscurité. Ils se déplaçaient comme la nuit elle-même, laissant derrière eux les lumières de Paris, se dirigeant vers le nord pour exécuter un jugement rempli de fureur. À ce moment précis, un membre du centre de commandement cria précipitamment « Mon lieutenant-colonel !» Interception d'une information spéciale de l'intérieur du régiment. Une conversation entre le chef de corps et son fils. Passée là sur les haut-parleurs. Avec un grésillement, la voix de Jean-Pierre Moreau retentit. « Cette garce est encore en vie ?»« Oui, père. Elle est coriace, cette salope. Elle respire encore. Demain matin, les bêtes sauvages descendront de la montagne, elle ne tiendra sûrement pas jusque-là. Une disparition sans laisser de traces, c'est le plus propre. Demain matin, nous n'aurons qu'à faire semblant d'organiser une équipe de recherche pour un officier déserteur et ce sera réglé. » Le lieutenant-colonel Marc Duval écouta silencieusement la conversation. Son visage ne changea pas, mais le stylo qu'il tenait se cassa en deux avec un crack. Il reprit silencieusement le micro de communication. Sa voix était encore plus froide et plus impitoyable qu'avant. Escadrille d'assaut, temps restant pour atteindre la zone cible. Si vous maintenez la vitesse actuelle, 15 minutes. Augmentez à la vitesse maximale. Arrivez sur place en moins de 10 minutes. Puis il regarda le stylo brisé et continua. Cette nuit, dans ce régiment, pas un seul de ces salauds ne pourra se tenir sur ses 2 jambes pour accueillir l'aube. La fureur des ombres avait finalement ouvert en grand les portes de l'enfer. La nuit au régiment X était toujours plongée dans la même tranquillité paresseuse et pourrie que d'habitude. Les sentinelles somnolaient à leur poste. L'officier de service regardait discrètement un film sur son téléphone dans le bureau administratif. Le chef de corps, Jean-Pierre Moreau, était dans sa luxueuse résidence, sirotant un verre de vin coûteux avec un sourire satisfait. Tout était sous son contrôle. La mouche agaçante qui avait osé défier son royaume mourait maintenant lentement dans la forêt froide. Une victoire parfaite, mais il ne savait pas que, dans le ciel nocturne au-dessus de leur tête, une ombre de mort silencieuse déployait ses ailes géantes et s'approchait. L'escadrille d'hélicoptères furtifs des ombres avait franchi le réseau radar comme des fantômes et atteint l'espace aérien du régiment. Le bruit des pales avait été réduit par des dispositifs silencieux spéciaux, ne ressemblant plus qu'à un murmure du vent au sol. Personne ne savait qu'au-dessus d'eux, 4 énormes faucons d'acier tournaient, guettant leur proie. Les membres de l'équipe d'assaut étaient prêts à intervenir, dans un silence absolu. À travers les lunettes de vision nocturne, le paysage du régiment apparaissait d'un vert fantomatique. À leurs yeux, les gardes endormis, les baraquements sans défense et même les fenêtres éclairées du poste de commandement du régiment, tout était clair comme le jour. Le dernier ordre du lieutenant-colonel Marc Duval fut transmis par la radio du chef d'équipe Alpha. Début de l'opération dans 5 secondes. Synchronisation. Synchronisation terminée. Répondirent en chœur les 4 chefs d'équipe. Exécution. Un seul mot. C'était le signal. Du ciel, des cordes noires tombèrent comme des éclairs. Des 4 hélicoptères, les membres des ombres, entièrement équipés, commencèrent à descendre au sol sans un bruit. Leurs mouvements étaient ceux de fantômes, précis et rapides comme le scalpel d'un chirurgien en train d'enlever une tumeur. L'équipe Charlie atterrit directement sur le toit du bâtiment du poste de commandement. En seulement 10 secondes, ils prirent le contrôle de l'accès au toit et s'infiltrèrent silencieusement à l'intérieur comme un flot d'eau noire. Le sous-officier de service qui patrouillait dans le couloir n'eut même pas le temps de sentir l'objet métallique froid toucher sa nuque qu'il perdit connaissance. Pas un cri, pas un coup de feu ne retentit. L'équipe Delta, simultanément, prit d'assaut le poste de garde et la salle de communication.
Les gardes au portail furent neutralisés avant même de réaliser ce qui les avait attaqués. Dans la salle de communication, le soldat de service dormait avec des écouteurs sur la tête. Une ombre apparut derrière lui et l'étrangla jusqu'à l'évanouissement. Le technicien de l'équipe Delta prit immédiatement le contrôle de l'équipement de communication. Il connecta un terminal mobile et, en quelques dizaines de secondes, paralysa complètement tous les téléphones fixes, le réseau sans fil et même la ligne de secours du régiment. Le régiment X était devenu une île géante, complètement isolée du monde extérieur. Pendant ce temps, la force principale de l'opération, les équipes Alpha et Bravo, s'était infiltrée dans la forêt arrière, se dirigeant vers le lieu d'émission du signal de l'inspectrice générale. Ils ne se dispersèrent pas, mais se déplaçaient comme une bête géante, un bloc unifié, formant un réseau de recherche sans faille. Leurs pas ne faisaient aucun bruit, même en marchant sur les feuilles sèches. Leurs uniformes noirs se fondaient dans l'obscurité. À travers les lunettes de vision nocturne, tout dans la forêt était aussi clair qu'en plein jour. La pupille d'un hibou perché sur une branche, le mouvement d'un insecte rampant dans les buissons, rien ne pouvait échapper à leur regard. Dans la résidence du chef de corps, Jean-Pierre Moreau posa son verre de vin, exhalant un soupir de satisfaction. Tout était parfaitement réglé. Il appela son fils, Lucas Moreau. « Ici le père. Quelle est la situation ? » »« Aucun problème, père. La forêt est très calme. À cette heure, elle doit déjà être un festin pour les loups. » La voix de Lucas Moreau était pleine d'une joie cruelle. « Très bien. Demain matin, formez une équipe de recherche pour la forme, faites semblant de faire un tour, et l'après-midi, déposez un rapport sur cette regrettable désertion. » Au moment même où Jean-Pierre Moreau donnait ses instructions, bam, la porte d'entrée de la résidence fut soufflée par une petite explosion, volant à l'intérieur comme une feuille de papier. Que, quoi, Moreau se leva d'un bond. Immédiatement, une grenade assourdissante fut lancée à travers le cadre de porte brisé. Sa vision devint blanche, ses oreilles bourdonnaient. Il perdit l'équilibre et tomba au sol. Quand il réussit à reprendre ses esprits, devant lui se trouvaient des hommes qui ressemblaient à des messagers de l'enfer. Uniforme noir, masque noir et des canons de fusil équipés de silencieux pointés droit sur son front. « Colonel Jean-Pierre Moreau, vous êtes en état d'arrestation pour abus de pouvoir, meurtre avec préméditation sur un subordonné et haute trahison. » La voix du chef d'équipe Charlie était glaciale. Jean-Pierre Moreau, horrifié, ne put prononcer un mot, tremblant simplement sur le sol. Son royaume s'était effondré de manière absurde en moins d'une minute. Au même moment, au poste de commandement du régiment, Lucas Moreau, qui recevait un rapport dans son bureau, fut neutralisé de la même manière. Il tenta de résister, mais avant que son poing ne puisse partir, la botte d'un membre frappa précisément son genou. Avec un craquement d'os terrible, il hurla et roula sur le sol. Dans la forêt, le membre de tête de l'équipe Alpha fit signe à ses coéquipiers de s'arrêter. À travers les lunettes de vision nocturne, une scène horrible apparut dans une petite clairière. Sous la lune, une immense croix se dressait, et sur cette croix, leur chef, leur papillon d'acier, était suspendu, couverte de sang, inspectrice générale. Un gémissement inconscient s'échappa de la bouche du chef d'équipe Alpha, presque le rugissement d'une bête blessée, mêlé de fureur et de douleur. Les yeux des membres devinrent instantanément rouges de rage. Ils venaient de voir leur symbole et leurs convictions bafouées de la manière la plus cruelle et la plus humiliante que l'homme puisse infliger. Le chef d'équipe Alpha ouvrit immédiatement le canal de communication, sa voix tremblant de colère. « PC, ici Alpha. Cible identifiée. Je répète, cible identifiée. » Il retint son souffle un instant, puis serra les dents et continua. « Équipe médicale, envoyez un hélicoptère ici immédiatement. Situation d'urgence niveau maximum. » Puis il passa sur le canal des autres équipes. « Charlie, Delta, quel est le statut des cibles ? » ?»« Capturés, vivants. Tous vivants. » répondit la voix froide du chef d'équipe Charlie. « Bien.
Le chef d'équipe Alpha regarda l'image de l'inspectrice générale suspendue à la croix, serrant le poing si fort qu'il saignait. Ne les tuez absolument pas. Le jugement qu'ils doivent recevoir ne fait que commencer. La tempête des ombres avait complètement englouti le régiment. Pas un seul coup de feu n'avait été tiré, mais c'était un châtiment parfait, écrasant et plus impitoyable que n'importe quelle guerre. Le royaume pourri s'était effondré. Il ne restait plus que la punition, plus terrible que l'enfer, pour les deux démons qui s'étaient assis sur le trône. Les membres de l'équipe Alpha, dans un silence mêlé de respect et de fureur, descendirent leur chef de la croix. Leurs mains étaient aussi délicates que s'ils soutenaient un nouveau-né, mais leurs yeux dégageaient une aura meurtrière capable de brûler le monde entier. Un couteau coupa les cordes. D'autres utilisèrent le dos d'un marteau pour retirer soigneusement les clous d'acier de ses poignets. À chaque clou retiré, le corps de Toussaint se contractait légèrement. Mais elle ne perdit pas connaissance. Non, elle ne pouvait pas perdre connaissance. Elle devait voir tout cela de ses propres yeux. Un instant plus tard, avec un fort coup de vent qui secoua les arbres, un hélicoptère médical perça l'obscurité pour arriver. L'équipe de secours d'urgence apporta une civière, mais Toussaint refusa de s'y allonger. Elle fut aidée à se relever, luttant pour rester debout. La perte de sang lui brouillait la vue, ses jambes étaient lourdes comme du plomb, mais elle refusa de tomber, premier soin uniquement. Sa voix était rauque, mais l'ordre qu'elle contenait était absolument catégorique. L'équipe médicale, réalisant qu'elle ne pouvait pas faire fléchir sa volonté, arrêta l'hémorragie, lui injecta un analgésique et lui posa une perfusion sur place. Ses poignets blessés furent solidement bandés avec de la gaze stérile. Le chef d'équipe Alpha s'approcha, enleva sa veste de combat et la posa sur ses épaules, une veste noire, sans aucun insigne. C'était le symbole des ombres, leur loyauté. Portant cette veste, Toussaint n'était plus une victime impuissante. Elle était comme une déesse de la vengeance revenue de l'enfer, dégageant une aura froide et autoritaire. « Où sont-ils » demanda-t-elle, rassemblés sur le terrain de sport. « Ils attendent les ordres de l'inspectrice générale » répondit le chef d'équipe Alpha. « Allons-y » ordonna-t-elle brièvement. Puis, soutenue par les membres, elle se dirigea vers le terrain de sport. Chacun de ses pas était un prélude au jugement qui allait s'abattre sur le royaume pourri. Pendant ce temps, le terrain de sport du régiment X était une scène complètement différente. Les membres des ombres se tenaient en cercle, comme des fantômes. Les canons de leurs fusils étaient pointés vers l'intérieur, où tous les officiers et soldats du régiment étaient agenouillés sur le sol, le visage plein d'horreur. Personne ne savait exactement ce qui se passait. Ils sentaient seulement qu'en une nuit, le royaume en lequel ils avaient cru s'était effondré. Et maintenant, face à une force écrasante non identifiée, leur sort allait être décidé. Et au centre du terrain de sport, sous la lumière aveuglante des projecteurs, deux hommes étaient agenouillés dans une posture pitoyable. C'étaient Jean-Pierre Moreau et Lucas Moreau, ceux qui, la veille encore, étaient le roi et le prince de ce régiment. Leurs mains étaient liées dans le dos, leur tête couverte d'un sac noir. Lucas Moreau ne put le supporter et cria « Bande de salauds, vous êtes qui? Vous savez où vous êtes pour oser faire ça? Enlevez-moi ce sac tout de suite. » Mais personne ne lui répondit. À la place, il reçut un coup de pied violent dans les côtes. Lucas Moreau hurla et roula par terre. Jean-Pierre Moreau, contrairement à son fils, réalisa que la situation n'était pas simple et resta silencieux comme une tombe, mais son corps tremblait de peur. À ce moment précis, à une extrémité du terrain, tous les membres des ombres, comme par un accord, s'écartèrent, créant un passage. Et au bout de ce chemin, une femme apparut lentement, une veste de combat noire sur les épaules, les deux poignets bandés de sang, le visage pâle à cause de la perte de sang, impassible comme un masque, mais ses yeux brûlaient comme le feu de l'enfer, fixés sur les deux hommes au centre du terrain. Les sacs qui couvraient la tête de Moreau et de son fils furent arrachés brutalement, aveuglés par la lumière soudaine. Ils ne pouvaient pas ouvrir les yeux. Un instant plus tard, alors que leur vision redevenait claire, ils furent horrifiés de voir la femme qui se tenait devant eux. « Toi, tu es. »
La bouche de Lucas Moreau laissa échapper un gémissement mêlé de stupeur et d'incrédulité. C'était clairement la femme qui avait été suspendue à la croix dans la forêt. Elle aurait dû être morte ou dévorée par les bêtes sauvages. Comment pouvait-elle apparaître devant eux dans cet état? Jean-Pierre Moreau était également si choqué qu'il ne put prononcer un mot. Il regarda la veste noire sur les épaules de la femme et les soldats qui ressemblaient à des machines à tuer derrière elle, et il réalisa que ce à quoi il venait de toucher n'était pas une proie ordinaire. Il avait touché l'écaille inversée d'un dragon endormi, faisant trembler toute la forêt. Chloé Lefebvre s'arrêta devant eux. Elle ne dit rien, se contentant de regarder les deux hommes avec des yeux glacials. Ce regard ne contenait ni mépris ni colère. C'était le regard impassible de quelqu'un qui regarde des insectes. C'était plus douloureux que n'importe quelle insulte ou violence. Cela déchira l'amour-propre des deux hommes. « Comment es-tu ici ?» demanda Moreau en tremblant. Toussaint ne répondit pas. À la place, le lieutenant-colonel Marc Duval, qui se tenait à côté d'elle, fit un pas en avant. Il appuya sur le bouton d'un petit haut-parleur qu'il tenait. Avec un grésillement, une voix familière résonna sur tout le terrain de sport. « Cette garce est encore en vie ? Oui, père. Elle est coriace, cette salope. Elle respire encore. Demain matin, les bêtes sauvages descendront de la montagne. Elle ne tiendra sûrement pas jusque-là. Une disparition sans laisser de traces. C'est le plus propre. » Les visages de Moreau et de son fils devinrent livides. C'était la conversation qu'ils avaient eue quelques heures plus tôt dans la résidence et le bureau. La terrible vérité que tout ce qu'ils faisaient était surveillé leur tomba dessus comme un coup de massue. Quand l'enregistrement se termina, le terrain de sport replongea dans le silence. Tous les soldats agenouillés murmuraient, choqués et horrifiés. Le chef de corps et son fils, qu'ils vénéraient comme des dieux, avaient comploté pour tuer une femme officier, et cette conversation avait été enregistrée. Ils réalisèrent que leur royaume était construit sur des fondations aussi fragiles et répugnantes. Finalement, Toussaint ouvrit la bouche. Sa voix était faible, mais à travers l'amplificateur, elle était aussi tranchante qu'une foreuse à glace pénétrant chaque recoin du terrain de sport. Le royaume est tombé. Elle baissa les yeux vers Moreau et continua. « Et vous n'êtes pas des rois. » Son regard se tourna vers Lucas Moreau, terrifié. « Vous n'êtes que des parasites répugnants qui se cachent derrière un uniforme pour sucer le sang des soldats. » La situation était complètement inversée. Le juge et le criminel, le chasseur et la proie. La femme couverte de sang était devenue une juge absolue qui les regardait de haut. Et ceux qui, la veille encore, étaient des rois, étaient maintenant de pitoyables criminels agenouillés devant elle, implorant leur vie. Le véritable moment du jugement ne faisait que commencer. L'atmosphère sur le terrain de sport était tendue comme une corde d'arc bandée au maximum. Des centaines de soldats retenaient leur souffle, attendant le prochain acte de cette pièce cruelle, la pièce qui déciderait de leur sort. Sous la lumière des projecteurs, la confrontation entre la femme au bandage ensanglanté et les deux hommes agenouillés créait une scène étrange et puissante. Lucas Moreau ne pouvait pas accepter cette situation. La colère et le chaos agitaient son esprit. Il ne pouvait pas comprendre comment la femme qu'il avait autrefois méprisée comme une incapable avait pu créer une telle scène d'enfer en une seule nuit. Son arrogance n'était pas encore complètement brisée. Elle dépassa la peur, se redressant comme un serpent venimeux. Ridicule. Il cracha par terre et cria « Parasite, tu te prends pour qui? Pour oser appeler quelqu'un parasite? D'accord, je ne sais pas qui est derrière toi, mais s'introduire illégalement dans une unité militaire, insulter un supérieur, tu penses que tu vas t'en tirer comme ça? C'est clairement une rébellion, un coup d'État. Quand le jour se lèvera, vous serez tous des traîtres et vous passerez en cour martiale. » Sa voix était pleine d'une suffisance qui cachait sa peur. Il voulait encore croire que cet endroit était toujours sous le contrôle de son père, le colonel Jean-Pierre Moreau, et que tout ce qui se passait n'était qu'un cauchemar sur le point de se terminer. Mais sa clameur ne reçut en réponse qu'un léger sourire glacial de Toussaint. Rébellion, coup d'État.
Pour la première fois, un sourire apparut sur ses lèvres, mais ce n'était pas un sourire de joie, c'était un sourire froid, comme la glace, mêlé d'un mépris extrême et de pitié. On dirait que vous n'avez toujours pas compris la situation. Elle s'approcha lentement de Luca Moro. Clac, clac. Le bruit de ses rangers brisa le silence sur le terrain, aussi lourd que les pas d'un bourreau. Elle s'arrêta juste devant lui, le regardant droit dans les yeux. Luca Moro frissonna involontairement sous ce regard. Ce n'était pas le regard de la femme effrayée dans le bureau du chef de corps la nuit précédente. C'était le regard d'un seigneur absolu, contenant une autorité et un danger inviolable, comme le ciel regardant la terre. Luca Moro essaya de garder le peu d'amour-propre qui lui restait. Grognant entre ses dents, « Toi, qui es-tu » À la fin, tout le monde sur le terrain de sport retint son souffle. Une question que tout le monde attendait, une réponse que tout le monde voulait entendre. Toussaint resta silencieuse un instant. Ce court moment sembla une éternité. Elle enleva très lentement la veste noire des ombres qu'elle portait sur ses épaules. Quand la veste fut retirée, son uniforme en dessous fut révélé. Bien que couvert de terre et de sang, les galons sur ses épaules, sous la lumière des projecteurs, reflétaient un éclat métallique froid. 1, 2, 3 étoiles. 3 étoiles dorées, brillant de 1000 feux. Le grade de général de division de l'armée de terre française. En voyant cela, les yeux de Luca Moro s'écarquillèrent, comme s'ils allaient se déchirer. Jean-Pierre Moro n'en croyait pas non plus ses yeux. Il resta sans voix. Des rangs, des officiers et des soldats agenouillés, des murmures de stupeur s'élevèrent. La femme qu'il pensait n'être qu'un commandant, la veuve qu'il méprisait, était un général. Mais ce n'était que le début. Toussaint regarda droit dans les yeux vacillants de Luca Moro et révéla enfin son identité. Sa voix était calme, mais le poids qu'elle contenait était comme le tonnerre. « Je suis celle que vous avez tenté de tuer. » Elle fit un pas de plus. La distance entre eux était maintenant de moins d'une main. Elle mit tout le poids du jugement dans chaque mot, le gravant dans son âme comme une marque. Général de division Chloé Lefebvre, actuellement inspectrice générale des armées. Inspectrice générale des armées. Quand ces mots résonnèrent sur tout le terrain de sport, le peu de sang qui restait sur le visage de Jean-Pierre Moro disparut. Ses pupilles se dilatèrent, il faillit s'évanouir. L'inspectrice générale, la lame vivante que même la gendarmerie nationale ou la direction du renseignement et de la sécurité de la défense redoutaient. Le légendaire papillon d'acier, dont le nom seul faisait hésiter les autres généraux, était juste devant lui. Et il n'avait pas seulement essayé de briser cette lame, il avait osé tenter de la décapiter. C'était fini. Tout était fini. Toussaint, comme si ce n'était pas assez, prononça la dernière phrase. Cette phrase était l'avis de décès officiel de l'Empire du Père et du Fils Moro. Et ceci est votre dernière inspection. Dès que la phrase fut terminée, sur le visage effondré de Luca Moro, le désespoir, l'horreur et la prise de conscience tardive s'abattirent comme une tempête. Il avait réalisé à qui il s'était opposé, il avait réalisé qui il avait osé crucifier et clouer, général de division Chloé Lefebvre. Le papillon d'acier. Ce surnom sortit de sa bouche comme s'il n'y croyait pas. Exactement. Le lieutenant-colonel Marc Duval, à côté d'elle, répondit à sa place. Et nous sommes l'unité spéciale rattachée à l'inspection générale, les ombres, chargées de recueillir les preuves et d'exécuter la force pour toutes les activités d'inspection visant ce régiment pourri. Marc Duval fit signe à des membres de tirer un écran géant au milieu du terrain. Quand il fut alimenté, l'écran s'alluma et toutes les preuves que Toussaint avait risqué sa vie pour recueillir furent exposées sans phare. Les fichiers audio des appels du père et du fils Moro discutant de promotions truquées et de pots de vin, la vidéo filmée en cachette, les montrant détournant du matériel militaire pour le vendre à des commerçants. Les scènes où Luca Moro agressait et extorquait régulièrement des soldats. Et le summum de toute la pourriture,
Chaque page du livre de contes noirs affichait clairement à l'écran. À chaque preuve révélée, le visage des soldats sur le terrain passait de la stupeur à la fureur et de la fureur à un sentiment de trahison. Le vrai visage répugnant des commandants qu'ils avaient craints et servis. L'entité des démons qui avaient utilisé le sang, la sueur et même la vie de leurs camarades pour remplir leurs propres poches. Tout était trop clair. Ce n'était pas une rébellion. C'était une grande purge, une opération chirurgicale parfaite pour enlever une tumeur pourrie. Jean-Pierre Moreau et Lucas Moreau ne pouvaient plus rien dire. Ils regardaient simplement l'écran comme des coquilles vides, sans âme, assistant à l'effondrement absurde du château de cupidité qu'ils avaient construit toute leur vie comme un château de sable. Finalement, quand toutes les preuves eurent été présentées, Toussaint reprit le micro. Cette fois, sa voix s'adressait à tout le monde sur le terrain. Le temps du jugement est terminé. Maintenant, c'est l'heure de la purification. Maintenant, c'est l'heure de la purification. Cette phrase de la générale de division Chloé Lefebvre fut comme un coup de feu de départ, brisant l'atmosphère glaciale sur le terrain de sport. Le regard des soldats, après avoir vu le vrai visage répugnant de ceux qui les avaient opprimés sur grand écran, commença à changer. La fureur longtemps réprimée par la peur repoussa l'hésitation et se redressa. Dans leurs yeux, il n'y avait plus de résignation et de soumission, mais la trahison et le ressentiment qui brûlaient. Toussaint ne manqua pas ce changement. Elle parcourut lentement du regard les centaines de soldats agenouillés sur le terrain. Son regard n'était pas seulement celui d'un commandant, c'était le regard d'un véritable leader. Comprenant leur douleur et apaisant leurs blessures, elle reprit la parole au micro. Sa voix était encore plus forte cette fois. Pendant toutes ces années, ou ces mois, vous n'avez pas pu préserver l'honneur d'un soldat au lieu de servir la patrie. Vous avez dû vivre comme des esclaves pour enrichir une famille avide. Vous avez dû supporter une violence injuste, être victime d'extorsion sur la sueur et les larmes de vos parents et être forcé au silence. Ce n'est pas votre faute. Elle s'arrêta un instant pour respirer. Chacune de ces paroles était comme une étincelle qui faisait fondre les cœurs glacés des soldats. La véritable faute incombe aux criminels qui ont souillé l'uniforme, comme ces deux-là. Et la responsabilité incombe également aux opportunistes qui connaissaient leurs crimes, mais ont fermé les yeux, complices pour protéger leur propre sécurité. Son regard perçant balaya quelques officiers agenouillés. Ceux qu'elle regardait baissèrent précipitamment la tête, comme s'ils avaient quelque chose à se reprocher. Maintenant, il est temps de tout réparer. Ne restez plus silencieux. N'ayez plus peur. Toutes les injustices que vous avez subies, toutes les dérives dont vous avez été témoin, levez-vous et témoignez ici même. En ce moment même. Je serai votre bouclier. Moi, l'inspectrice générale, Chloé Lefebvre, je mets mon honneur et tout ce que je possède en jeu pour vous promettre qu'il n'y aura aucune représaille pour vos témoignages et que votre courage sera dûment reconnu. Après sa déclaration, un lourd silence s'abattit sur le terrain de sport. Les soldats se regardèrent. Personne n'osa se lever le premier. La peur, si profondément ancrée, ne pouvait pas disparaître facilement. À ce moment, de l'arrière des rangs, un soldat se leva en titubant. C'était le jeune soldat que Toussaint avait approché pour la première fois à l'infirmerie, celui que Lucas Moreau avait piétiné. Son visage était encore pâle de peur, mais dans ses yeux brillait une détermination nouvelle. Sentant tous les regards tournés vers lui, il cria d'une voix étranglée. « Je vais témoigner. » Son cri était faible, mais il résonna sur tout le terrain de sport avec plus de force que n'importe quel haut-parleur. C'était comme le premier éclair déchirant l'obscurité. Le lieutenant-colonel Marc Duval fit un signe. Un membre des ombres apporta un enregistreur au jeune soldat. Il commença à raconter tout ce qu'il avait enduré, que sa voix tremblait, mais était claire. Comment Lucas Moreau l'avait torturé, comment il l'avait forcé à demander de l'argent à ses parents et comment il avait vécu chaque nuit dans la peur de la mort. Son témoignage était un appel à l'aide mêlée de larmes et de fureur. Son courage devint le détonateur. Je vais témoigner aussi,
D'un autre côté, un autre soldat se leva. Le capitaine Luca Moro a utilisé le prétexte d'une permission pour m'extorquer 2000 euros. À ce moment-là, mon père devait être opéré, alors j'ai dû me dépêcher d'emprunter de l'argent pour le lui donner. Le chef de corps Jean-Pierre Moreau, chaque week-end, obligeait les soldats à rénover sa résidence. Les matériaux provenaient tous du matériel de l'unité. Le commandant Wang, chef d'état-major du matériel, demandait ouvertement de l'argent aux sous-officiers en attente de promotion. Un adjudant que je connais, parce qu'il n'a pas payé, a finalement été recalé. Les témoignages commencèrent à affluer comme une rivière en crue. Une personne, 2, 10, des dizaines. Comme si la porte de l'enfer longtemps scellée venait de s'ouvrir. Les soldats se bousculaient pour raconter les histoires injustes et terribles qu'ils avaient vécues. C'étaient des preuves vivantes de la manière dont le royaume du père et du fils Moreau avait exploité et opprimé les soldats de manière systématique. Pendant tout ce temps, Jean-Pierre Moreau et Luca Moro ne dirent pas un mot, non, ils ne pouvaient pas parler. Les couteaux de la vérité sortant de la bouche des soldats qu'ils considéraient autrefois comme des insectes avaient déchiré le peu d'amour-propre et de justification qui leur restait. Ils n'étaient plus chefs de corps ou capitaines. Ils n'étaient que des criminels nus, agenouillés devant leurs centaines de victimes. Les flèches des témoignages ne visaient pas seulement le père et le fils Moreau, mais aussi leurs fidèles hommes de main qui avaient joué le rôle de chiens loyaux. Le chef d'état-major, le chef du service du matériel et même les officiers qui avaient couvert leurs actes cruels, leurs noms et leurs crimes étaient constamment cités par les soldats. Ceux qui étaient dénoncés avaient le visage cendré, tremblant d'horreur, en réalisant que leur sort serait bientôt le même que celui des Moreau. Toussaint écouta tout en silence. Son visage restait impassible, mais son poing était devenu blanc de colère. Le visage de l'enfer qu'elle avait imaginé à travers une lettre d'adieu était en réalité bien plus cruel et immense. Finalement, quand plus personne ne se leva pour témoigner, elle reprit le micro. Tous les témoignages ont été enregistrés et ces preuves seront présentées directement à la cour martiale centrale. Elle balaya du regard le père et le fils Moreau, et leurs complices avec des yeux glaciaux. Le royaume que vous avez créé a été détruit par les mains même des soldats que vous avez traités comme des esclaves. C'est la force de la vérité. Elle se tourna vers le lieutenant-colonel Marc Duval. Lieutenant-colonel Marc Duval. 13 ans, mon général. Suspendez immédiatement de leurs fonctions et placés en état d'arrestation en tant que suspects de crimes particulièrement graves, Jean-Pierre Moreau, Luca Moro et tous les officiers et sous-officiers dont les noms ont été cités dans les témoignages aujourd'hui, n'en oubliez aucun. Reçu. Les membres des ombres se déplacèrent en ordre. Ils tirèrent brutalement ceux qui étaient si terrifiés qu'ils n'osaient pas résister. Le cliquetis froid des menottes retentit dans la nuit. Le trône s'était brisé. Le roi et ses courtisans étaient maintenant des prisonniers emmenés. Le royaume solide comme le roc des Moreau avait disparu comme de la poussière en une nuit. Chloé Lefebvre assista froidement à la scène jusqu'à la fin. Sa vengeance n'était pas terminée. Ce n'était que le début. Un jugement parfait et le plus radical les attendait encore. Un mois plus tard, tribunal militaire de Paris. L'atmosphère dans ce lieu où l'on juge les crimes les plus graves de l'armée était toujours glaciale. Mais aujourd'hui, elle était encore plus froide et plus lourde que la glace. Sur le banc des accusés, Jean-Pierre Moreau, son fils Luca Moro et leurs fidèles hommes de main, ceux qui avaient autrefois fait la pluie et le beau temps, portaient maintenant des uniformes de prisonniers, la tête baissée. Après un mois d'enquête intense, leur arrogance avait disparu, ne laissant place qu'à l'échec et au désespoir. Le procès se déroula rapidement et de manière radicale, comme jamais auparavant. Les preuves recueillies et authentifiées par la générale de division Chloé Lefebvre elle-même, l'inspectrice générale, étaient si claires et si accablantes que l'avocat de la défense ne put formuler aucune réfutation. Le livre de comptes noirs, les enregistrements des appels, les vidéos filmées en cachette et les témoignages cohérents
et détaillé de centaines de soldats victimes. Tout cela avait été comme un glissement de terrain, bloquant toutes leurs issues. Les bancs du public étaient bondés d'officiers de l'armée et de journalistes. L'affaire menée par le papillon d'acier en personne avait attiré l'attention de toute l'armée. Tout le monde retenait son souffle, attendant le verdict final du tribunal. Finalement, le juge président du tribunal brisa le silence et se leva. Il regarda le verdict qu'il tenait en main et lut d'une voix grave et sévère. L'accusé Jean-Pierre Moreau, ancien colonel de l'armée de terre française. À l'appel de son nom, les épaules de Moreau tressaillirent. L'accusé, pendant son mandat de chef de corps, a abusé de son autorité pour recevoir des pots de vin s'élevant à plusieurs millions d'euros de la part de ses subordonnés, officiers et sous-officiers. Il a organisé le détournement de matériel militaire, causant un préjudice grave au bien de l'État et de l'armée. En outre, l'accusé était pleinement conscient des actes de violence et d'extorsion systématique de son fils, l'accusé Lucas Moreau, envers ses subordonnés, mais il les a couverts, tolérés, voire commandités, abandonnant ainsi le devoir sacré d'un commandant. La voix du juge s'arrêta un instant, puis devint plus froide. Particulièrement grave, l'accusé a commis des actes d'enlèvement, de séquestration et de torture barbare, à savoir clouer sur une croix un supérieur en mission d'inspection, c'est-à-dire l'inspectrice générale, la générale de division Chloé Lefebvre, alors sous la fausse identité du commandant Léa Toussaint, dans l'intention de la tuer. Ce n'est pas seulement un acte de meurtre avec préméditation, mais aussi un acte de lèse-majesté et de haute trahison, ébranlant à la racine le système de commandement de l'armée. Jean-Pierre Moreau n'osa pas lever la tête. Le mot haute trahison frappa ses oreilles comme une condamnation à mort. Le juge tourna son regard vers Lucas Moreau. L'accusé Lucas Moreau, ancien capitaine de l'armée de terre française. Lucas Moreau se mordit la lèvre en tremblant. L'accusé, s'appuyant sur le pouvoir de son père, a pendant de nombreuses années régulièrement agressé et menacé de nombreux soldats subordonnés. Les actes de violence de l'accusé n'avaient pas pour but de maintenir la discipline militaire, mais étaient de purs actes de torture pour satisfaire ses désirs sadiques personnels. En particulier, l'accusé a activement participé au complot visant à assassiner un supérieur, aggravant ainsi la nature cruelle du crime. Les actes de l'accusé ont déshonoré le soldat français, trahi la confiance du peuple. C'est un crime impardonnable. Le verdict continua d'être lu pour leurs complices, sans exception. Le chef d'état-major pour corruption, le chef du service du matériel pour aide au détournement, tous ceux qui avaient contribué à maintenir leur royaume durent recevoir leur châtiment. Finalement, le moment de la sentence arriva. Le juge posa le verdict, regardant chaque accusé avec des yeux froids, sa voix sans la moindre pitié ni clémence. Par conséquent, le tribunal estime que les crimes commis par les accusés, alors qu'ils portaient l'uniforme sacré, sont d'une gravité et d'une abjection qui n'ont rien à envier à un crime de guerre. Les accusés ne sont plus susceptibles d'amendement et doivent être isolés de la société de manière permanente, voire de l'espèce humaine. Verdict. L'accusé Jean-Pierre Moreau, coupable des chefs d'accusation de meurtre avec préméditation sur un supérieur, corruption organisée, détournement de biens et haute trahison, est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Toc, le marteau du juge tomba. Le corps de Jean-Pierre Moreau s'effondra sur le sol. Il voulut crier pour demander grâce, mais aucun son ne sortit. Dans ses yeux ne restait que l'image de la générale de division Chloé Lefebvre, assise au premier rang, le visage glacial. L'accusé Lucas Moreau, coupable des chefs d'accusation de complicité de meurtre avec préméditation sur un supérieur, abus de pouvoir, torture et actes de barbarie de manière systématique, est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Toc. Lucas Moreau se mit à rire comme un fou. Moi, la perpétuité, c'est absurde. Il cria en se débattant, mais fut maîtrisé sans pitié par les gendarmes de chaque côté. Sa vie allait maintenant pourrir à jamais entre quatre murs froids. Les autres reçurent à leur tour des peines
allant de la perpétuité à des dizaines d'années de prison. Pas de clémence, pas de pitié. C'était un jugement parfait, radical et absolu. Quand tous les verdicts furent prononcés et que les prisonniers furent emmenés, Jean-Pierre Moreau se retourna une dernière fois pour regarder Toussaint. Dans ses yeux, il n'y avait plus de colère ni de haine, seulement la peur primitive d'une bête. Il avait réalisé que celui qu'il avait affronté n'était pas seulement un général. C'était un papillon d'acier, un jugement impitoyable, prêt à pactiser avec le diable lui-même pour protéger l'honneur de l'armée. Toussaint reçut silencieusement son dernier regard, son visage n'exprimant aucun changement. Pour elle, ce n'était pas une vengeance, c'était l'accomplissement d'une mission. Enlever une tumeur pourrie. C'était sa raison d'être. Quand le procès se termina, elle quitta silencieusement la salle. Dans le couloir, le lieutenant-colonel Marc Duval l'attendait et la salua réglementairement. « Mon général, tout est terminé. »« Non, » répondit Toussaint. « Maintenant, tout commence. » Son regard se porta au loin, au-delà du tribunal. Le régiment X n'était qu'un début. Sa guerre contre les autres Jean-Pierre Moreau, les autres Lucas Moreau, qui se propageaient comme une tumeur dans toute l'armée, ne faisait que lever le rideau. Les ailes du papillon d'acier ne cesseraient de battre jusqu'au jour où il n'y aurait plus aucune dérive dans l'armée de terre française. Épilogue. Après le procès, la générale de division Chloé Lefebvre retourna à son bureau. L'endroit, vide depuis plus d'un mois, était exactement comme elle l'avait laissé. Pas un grain de poussière sur le bureau, les médailles sur le mur brillaient toujours. Mais bien que tout semblait être revenu à sa place, quelque chose avait changé radicalement. C'était elle-même et la position de l'inspection générale qu'elle dirigeait. L'affaire du régiment X était devenue un séisme qui avait secoué toute l'armée. Le fait que l'inspectrice générale se soit personnellement infiltrée en territoire ennemi au péril de sa vie pour déraciner une force de corruption qui contrôlait toute une unité était devenu une légende. Son surnom, le papillon d'acier, n'était plus seulement un surnom, c'était devenu un symbole de terreur, une condamnation à mort pour les militaires corrompus. Elle regarda son poignet, toujours bandé. La blessure guérissait, mais la cicatrice resterait à jamais. Cette cicatrice n'était pas la marque d'un échec, mais la médaille d'une victoire et un rappel de la plus grande guerre à venir. Elle ne s'arrêta pas. Le régiment fut entièrement dissous, puis reconstitué avec un nouveau commandement et un tout nouveau visage. Les soldats qui avaient souffert sous le règne des Moreau, s'ils le souhaitaient, furent tous mutés dans l'unité de leur choix. Ceux qui avaient eu le courage de témoigner furent félicités et décorés. L'enfer avait disparu et enfin, une véritable unité militaire y avait été formée. Mais l'objectif de Toussaint n'était pas un seul régiment. Elle utilisa cette affaire comme un tremplin pour extirper à la racine les mauvaises habitudes et la corruption qui se propageaient dans toute l'armée. Elle demanda directement à rencontrer le président de la République, chef des armées, pour lui faire un rapport complet sur l'affaire et la situation grave au sein de l'armée, et elle demanda des pouvoirs plus étendus. Ému par son rapport et sa détermination, le plus haut dirigeant lui promit une autorité d'inspection indépendante et un soutien sans précédent. Ainsi commença la plus grande et la plus profonde campagne de purification de l'histoire de l'armée française. L'opération Point de Fer. L'inspection générale fut restructurée en une immense agence de renseignement et une unité spéciale capable de réaction rapide. La taille des ombres fut triplée et des informateurs anonymes furent placés dans des unités à travers tout le pays. Toussaint mena des inspections simultanées dans tous les domaines susceptibles de générer des dérives, comme le matériel, le personnel, la logistique. L'épée du Point de Fer était sans pitié. Toutes les mauvaises habitudes tolérées dans l'armée depuis des décennies, sous le nom de tradition, furent déracinées. Les généraux qui jouaient au golf et recevaient des pots de vin. Les liens avec des fournisseurs de matériel de mauvaise qualité. Les officiers qui réduisaient les rations des soldats pour leur profit personnel,
même la femme d'un commandant de division qui traitait les soldats de service dans sa résidence de fonction comme des esclaves privés. Personne ne pouvait échapper au filet du papillon d'acier. En quelques mois, d'innombrables étoiles tombèrent. Des dizaines de généraux et des centaines d'officiers supérieurs durent prendre leur retraite dans la honte ou passer en jugement. Toute l'armée fut plongée dans la peur. Mais ce n'était que la peur des corrompus. Pour la grande majorité des soldats honnêtes, Chloé Lefebvre était un symbole d'espoir. Elle était celle qui avait débloqué les impasses, la déesse de la justice contre le mal. Elle ne s'arrêta pas à la punition. Elle créa une ligne d'assistance téléphonique directement rattachée à l'inspection générale pour protéger les droits des soldats, afin qu'ils puissent signaler immédiatement toute injustice. Cette ligne garantissait l'anonymat et en cas de signalement, les ombres enquêteraient directement, empêchant tout commandant d'envisager des représailles. Le temps passa, l'armée changea progressivement. Là où la méfiance et la peur avaient disparu, la confiance et l'honneur commencèrent à germer à nouveau. Chloé Lefebvre devint une légende vivante. Son histoire devint un exemple pour les nouveaux officiers et les jeunes recrues, et son nom devint le plus puissant talisman contre la corruption dans l'armée. Un après-midi d'automne ensoleillé, Toussaint cessa tout travail administratif et quitta son bureau. Elle se rendit au cimetière militaire national en périphérie de Paris. Au milieu des milliers de tombes alignées, elle se dirigea sans hésiter vers l'une d'elles. Sur la stèle, un jeune homme au visage encore adolescent souriait. C'était le soldat qui avait tout commencé, celui qui lui avait ouvert les portes de l'enfer. Elle déposa silencieusement le bouquet de chrysanthèmes blancs qu'elle avait préparé devant la tombe. Elle ne salua pas militairement, ne pria pas non plus. Elle regarda simplement le visage du jeune homme sur la photo. Pendant un long moment, dans son esprit, la dernière phrase de sa lettre d'adieu revint. « Ce n'est pas l'armée, c'est l'enfer. » Après un long silence, elle ouvrit enfin la bouche. Sa voix était douce et paisible, comme si elle ne parlait que pour lui. Mission accomplie. Elle adressa un très léger sourire au jeune homme sur la photo. « Repose en paix. » Un vent d'automne frais souffla, faisant voler ses cheveux. Elle posa une dernière fois doucement la main sur la stèle, puis se détourna résolument. Derrière elle, le crépuscule projetait de longues ombres. Sa guerre n'était pas terminée. Mais aujourd'hui, elle avait rapporté la victoire de la première et la plus importante bataille au véritable héros de cette bataille. Le papillon d'acier s'apprêtait à nouveau à prendre son envol vers une nouvelle aube. Conclusion, nous venons d'entendre une histoire. L'histoire d'un soldat qui s'est jeté au cœur du pouvoir corrompu. L'histoire d'une volonté inflexible qui ne s'est pas brisée, même clouée sur une croix. Et enfin, l'histoire d'une héroïne qui a renversé un immense empire maléfique et rétabli la justice. L'histoire est terminée, mais la question demeure. Quand l'ombre du pouvoir engloutit la lumière de la justice, le battement d'ailes d'un papillon d'acier peut-il créer une grande tempête? La générale de division Chloé Lefebvre est une personne détenant un grand pouvoir. Elle aurait pu rester assise dans son bureau sécurisé, donner des ordres à ses subordonnés par des documents et traiter l'affaire. Cela aurait pu être une méthode raisonnable et efficace. C'est aussi la voie que la plupart des dirigeants choisissent, mais elle a renoncé à la voie la plus sûre pour choisir la plus dangereuse. Elle s'est transformée en appât, entrant personnellement au plus profond de la tumeur pourrie. Pourquoi? Parce qu'elle savait qu'avec seulement l'odeur de l'encre sur les rapports, on ne peut pas sentir l'odeur du sang d'un soldat mort injustement. À travers une vitre sécurisée, on ne peut pas entendre les appels à l'aide des soldats gémissant en enfer. Le vrai leadership ne commence pas en s'asseyant au sommet du pouvoir, mais avec le courage d'affronter directement la douleur au plus bas niveau. La générale de division Chloé Lefebvre, en abandonnant son grade et en se transformant en la plus faible, a paradoxalement acquis la plus grande force, la force de l'empathie, parce qu'elle pouvait ressentir la douleur des victimes comme la sienne, parce qu'elle pouvait pleurer leurs larmes, son épée pouvait être plus dure et plus acérée que n'importe quel acier. Cette histoire ne se limite pas à une organisation spécifique comme l'armée. Partout dans la société où nous vivons,
Il existe de grands et de petits royaumes de Jean-Pierre Moreau. À l'école, au travail et même dans de nombreuses communautés auxquelles nous participons, l'abus de pouvoir par les puissants pour opprimer et exploiter les faibles se produit en ce moment même. La plupart des gens se taisent par peur des représailles, pensant que s'ils supportent, tout passera, ou en détournant le regard, pensant que ce n'est pas leur affaire. La lettre d'adieu de ce soldat a été écrite au milieu d'innombrables silences et indifférences de ce genre. Sans un seul papillon d'acier, nommé Chloé Lefebvre, sa mort ne serait qu'un chiffre dans les statistiques, et l'enfer continuerait de créer d'autres victimes. Cette histoire nous demande, si c'était vous, que feriez-vous? Si vous voyez un collègue écrasé par un pouvoir injuste, oseriez-vous prendre sa défense? Si vous connaissiez des pratiques répréhensibles dans votre organisation, oseriez-vous prendre le risque de devenir un lanceur d'alerte? Ou si vous étiez dans une position où vous pourriez tout changer, comme Chloé Lefebvre, seriez-vous prêt à quitter votre position confortable pour vous jeter au cœur du problème? La phrase selon laquelle le courage d'une personne peut changer le monde semble parfois trop idéaliste. Mais l'histoire a prouvé que tout grand changement commence par une voix courageuse qui dit non à l'injustice. Comme le battement d'ailes de Toussaint a créé la tempête nommée les ombres. Chaque petit acte de courage de notre part, une fois rassemblé, peut devenir un ouragan qui renverse les grandes injustices qui rendent notre société malade. Espérons que l'histoire dramatique que nous venons d'entendre ne s'arrête pas à une série télévisée que l'on regarde pour se défouler. Espérons que cette histoire a laissé en vous une petite flamme. La flamme du courage de ne pas se taire face à l'injustice, de la chaleur pour tendre la main aux faibles et de l'esprit de responsabilité prêt à s'engager pour un monde meilleur. Quelles sont vos pensées? Quelle forme a le royaume de Jean-Pierre Moreau que vous avez connu ou que vous pensez devoir disparaître de notre société? Et dans ce royaume, quel papillon d'acier pouvons-nous devenir? Veuillez partager vos précieuses opinions. Chaque voix, une fois rassemblée, peut devenir un grand écho, créant une société plus juste.